Tu comptes aller où comme ça? Avec ta tête, tu vas me couvrir de honte devant toute l'entreprise. Les autres ont de belles femmes et moi j'ai la honte, déclara mon mari quand je lui proposai de l'accompagner à sa soirée d'entreprise au bureau. C'est à ce moment-là que je décidai d'y aller en secret, sans qu'il le sache. Mais lorsque mon mari et les invités m'aperçurent à la soirée, j'étais en réalité debout devant le miroir de notre chambre, tenant dans mes mains ma robe préférée. Vert foncé, elle avait toujours mis en valeur la couleur de mes yeux et affiné ma silhouette. Marco était assis sur le lit, scotché à son téléphone, et je me dis que c'était le moment idéal. Marco, demain c'est la soirée de ta boîte. J'avais pensé mettre cette robe. Qu'est-ce que tu en dis? Demandai-je en me tournant vers lui, la robe plaquée contre moi. Il leva les yeux de l'écran et son regard glissa sur moi avec une expression de dégoût, comme s'il venait de voir quelque chose de répugnant. Ses sourcils se froncèrent, ses lèvres se tordirent en un rictus méprisant. Tu comptes aller où comme ça? Avec ta tête, tu vas me couvrir de honte devant toute l'entreprise. Les autres ont de belles femmes et moi j'ai la honte, lâcha-t-il sans même chercher à adoucir ses mots. La robe m'échappa des mains. J'eus l'impression que quelque chose venait de se briser en moi, comme une corde tendue qui cède soudain. 15 ans de mariage, 2 enfants, et voilà où nous en étions arrivés. À ce moment d'humiliation dans ma propre chambre. Marco, comment peux-tu dire ça? Ma voix tremblait, mais je tentais de tenir bon. Et alors? J'ai dit la vérité. Regarde-toi. Tu as 42 ans, Chiara. Tu as grossi après les grossesses, tu as des rides, des cheveux blancs. Et là-bas, il y aura les femmes des partenaires, jeunes, soignées. Isabella, la femme de Lorenzo, elle a 28 ans, ancienne mannequin. Valentina, la femme de Stefano du service commercial, coach sportive. Et toi? Une femme au foyer qui passe ses journées enfermée à la maison. Chaque mot frappait plus fort qu'une gifle. Je le regardais, cet homme que j'avais épousé à 27 ans, pleine d'amour et d'espoir. À l'époque, il me disait que j'étais la plus belle femme du monde. Que mes yeux noisettes le rendaient fou. Que mes cheveux châtains sentaient l'été. Je ne suis pas une simple femme au foyer, Marco. J'élève nos enfants. Je cuisine, je nettoie, je crée un foyer agréable. Et en plus, je travaille à distance, j'écris des articles pour des magazines, répliquai-je, sentant monter en moi une vague d'amertume et de colère. Allez, arrête. Appelez ça du travail? 2 ou 3 articles par mois pour des clopinettes. Ce n'est pas un vrai job, juste un passe-temps de ménagère. Bref, j'ai décidé. Je vais à la soirée seul. Je dirai que tu es malade. Ce sera mieux pour tout le monde. Il se leva du lit et partit vers la salle de bain, me laissant seul au milieu de la chambre avec la gorge nouée. Je ramassai la robe du sol, la rangeai soigneusement dans l'armoire et m'assis au bord du lit. Ces mots tournaient dans ma tête. Honte. Ridicule. Vieille. Laide. Je me levai et m'approchai du miroir. J'examinai attentivement mon reflet. Oui, je n'avais plus 25 ans. J'avais des petites rides autour des yeux, celles qui apparaissent quand on sourit. Quelques mèches blanches, que je colore d'habitude. Ma silhouette n'était plus aussi fine qu'avant les grossesses. Mais en quoi cela faisait-il de moi une moins bonne femme? Est-ce que j'avais cessé d'être une personne, une femme, un être humain? Notre fille, Luna, 14 ans, passa justement la tête par la porte de la chambre. « Maman, pourquoi tu es si triste ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Oh, rien, je suis juste un peu fatiguée, mentis-je, ne voulant pas l'impliquer dans mes problèmes avec son père. « Maman, je peux te dire un truc. » Luna s'assit à côté de moi sur le lit. « Pour moi, tu es la plus belle. Sérieusement. Hier, mes copines t'ont vu quand tu es venu me chercher, et elles ont dit que j'avais une maman super belle et jeune. Emilia n'a même pas cru que tu avais 42 ans. » Je pris ma fille dans mes bras, les larmes me montant aux yeux. Comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Luna retourna dans sa chambre pour faire ses devoirs, et je restai là, à réfléchir. Je me rappelais que la semaine dernière, j'avais croisé par hasard mon ancienne collègue Francesca dans la rue. Elle avait passé un long moment à me complimenter, me disant que je n'avais pas changé depuis l'époque où on travaillait ensemble, il y a 10 ans. Le soir, au dîner, Marco se comporta comme si de rien n'était. Il racontait à notre fils Matteo, 12 ans, le dernier match de foot, discutait avec Luna de ses notes. Quant à moi, il me regardait comme si j'étais transparente, un fantôme assis à table. Quand les enfants montèrent dans leur chambre, nous restâmes seuls. « Marco, il faut qu'on parle », commençai-je en rassemblant mon courage. « Parler de quoi? J'ai déjà dit que tu n'allais pas à la soirée. » Sujet clos. « Pourquoi tu me parles comme ça ces derniers temps? Qu'est-ce que je t'ai fait? » Il posa son téléphone et planta sur moi un regard las. « Chiara, tu ne comprends rien. Dans les affaires, l'image est essentielle. Comment tu apparais, comment apparaît la famille. Tout ça influence la réputation. Et toi, tu as cessé de prendre soin de toi. Regarde les femmes des autres. Elles vont à la salle, chez l'esthéticienne, suivent la mode. Et toi? C'est quand la dernière fois que tu as mis les pieds dans un salon de beauté? Le mois dernier. J'ai fait une coupe et une manucure. Le mois dernier. Voilà. Isabella y va chaque semaine. Elle a une styliste personnelle, un masseur, une esthéticienne. Isabella n'a pas 2 enfants à nourrir, habiller, emmener à leurs activités. Elle a une femme de ménage, un cuisinier, un chauffeur.
Et un mari qui gagne 10 fois ton salaire. Voilà. Tu recommences. Pour toi, c'est toujours la faute des autres. Les enfants, l'argent, les autres femmes trouvent le temps et les moyens, pas toi. Discuter ne servait à rien. Marco avait déjà décidé que je n'étais pas digne d'apparaître dans son entourage professionnel. C'était humiliant à en pleurer, mais je refusais de verser une larme devant lui. Ma fierté m'en empêcha. Je partis dormir dans la chambre d'amis, prétextant un mal de tête. Allongé dans le noir, je repensais à ce que mon mari était devenu ces dernières années. Depuis qu'il avait obtenu une promotion et était devenu directeur adjoint d'une grande société de construction, quelque chose s'était brisé en lui. L'arrogance était apparue, le mépris envers ceux qu'il jugeait inférieurs. Y compris moi. Je repensais à nos premières années. On s'était rencontrés à l'anniversaire d'une amie commune. Marco commençait à peine sa carrière, simple manager. Moi, j'étais l'éditrice dans une maison d'édition. Nous étions jeunes, amoureux, heureux. On louait un petit studio en banlieue de Milan, on comptait chaque euro, mais on était heureux. Il m'offrait des fleurs des champs qu'il cueillait en rentrant du boulot. Il m'écrivait des petits mots drôles et les glissait dans mon sac pour que je les découvre au travail et que je souris. On pouvait passer des heures à se promener dans le parc, main dans la main, à rêver de notre avenir. Une maison, des enfants, des voyages. Puis Luna est née. La grossesse fut difficile et j'ai mis du temps à récupérer. J'ai dû quitter mon travail pour m'occuper d'elle. Marco me soutenait alors, me disait que je faisais du bon boulot. 2 ans plus tard, Matteo est arrivé. Encore un accouchement compliqué, encore une longue convalescence. À ce moment-là, Marco avait déjà bien progressé dans sa carrière. Chef de service, puis directeur adjoint du développement. À chaque promotion, il s'éloignait un peu plus de moi. Les costumes hors de prix, les montres, la grosse voiture sont arrivés. Et de nouveau, amis. Ou plutôt, des relations utiles. Des hommes d'affaires prospères avec de jeunes épouses superbes. J'ai essayé de suivre le rythme. De prendre soin de moi, autant que je le pouvais. Mais avec 2 enfants, la maison et toutes les tâches du quotidien, ce n'était pas simple. Et Marco refusait d'embaucher une aide. Il disait que c'était de l'argent gaspillé, que j'étais à la maison de toute façon, donc que je pouvais tout gérer. Le lendemain matin, un jeudi, j'ai conduit les enfants à l'école avant de m'installer devant mon ordinateur. Il fallait que je termine un article sur les tendances actuelles du design d'intérieur. Mais mes pensées revenaient sans cesse à la conversation de la veille. Et à cette soirée d'entreprise prévue pour vendredi soir. Et soudain, j'eus une révélation. Et si j'allais quand même à cette soirée d'entreprise? Mais pas en tant que femme de Marco Wolfer, simplement comme invitée. Incognito. Je verrai ses belles épouses, je verrai mon mari dans son élément. Et je lui prouverai que je ne suis pas une honte, mais une femme qui peut être aussi élégante que les autres. Un plan commença à se dessiner dans ma tête. Premièrement, il fallait que je me refasse une beauté. Radicalement. Deuxièmement, trouver un moyen d'entrer à cette soirée. Troisièmement, inventer une histoire pour qu'on ne me reconnaisse pas immédiatement. J'appelais ma meilleure amie, Sylvia. On est amis depuis la fac, et elle m'a toujours soutenu. Sylvia, j'ai besoin de ton aide. Urgemment, lancai-je dès qu'elle décrocha. Chiara? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air tout agité. Tu peux me voir aujourd'hui? J'ai besoin de ton conseil et de ton aide pour une chose. Bien sûr, passe à mon bureau, on discutera à midi. Sylvia était directrice artistique dans une agence de pub. Toujours stylée, sûre d'elle, elle était tout le contraire de moi ces dernières années. Pourtant, jamais elle ne m'avait jugé ni donné de leçons. Elle était simplement là, quand il le fallait. Je la rejoignis à son travail. Des bureaux modernes avec baies vitrées, meubles design, une ambiance créative qui contrastait cruellement avec mon petit univers domestique. Chiara, tu as minci, remarqua Sylvia en m'embrassant. Et ce regard décidé, qu'est-ce que tu mijotes? Je lui racontai tout. Les mots de Marco, la soirée, mon idée. Sylvia m'écouta en silence, sans m'interrompre. Quand je terminai, elle se renversa sur sa chaise, tapotant son stylo contre la table d'un air pensif. Écoute, ma belle, je vais t'aider. Et pas seulement avec des conseils. J'ai une meilleure idée. Ma boîte bosse justement avec l'entreprise de ton mari. On gère leur campagne pub. Et je peux arranger pour que tu sois invitée comme représentante de notre agence. Mais comment? Ils vont bien finir par me reconnaître. Pas du tout. Crois-moi. On va chez moi, j'ai tout ce qu'il faut. On va te transformer en vraie bombe, ton propre mari ne te reconnaîtra pas. Et demain matin, on s'occupera de toi de façon professionnelle. Sylvia, je ne sais pas, c'est quand même mentir. Non, c'est une leçon. Ton mari doit comprendre ce qu'il perd. Et puis, pourquoi tu devrais rester à la maison quand tout le monde s'amuse? Tu as le droit d'être là où tu veux. On passa le reste de la journée chez elle. Elle sortit plusieurs robes de ses placards, persuadée qu'elle m'irait à merveille. On choisit un look, le maquillage, la coiffure. Sylvia appela même son coiffeur et me prit rendez-vous pour le lendemain matin. Dis, tu as des lentilles de contact, demanda-t-elle soudain. Non, pourquoi? On va changer la couleur de tes yeux. Tes noisettes sont superbes, mais on va tenter du gris ou du vert. Ça changera complètement ton visage. Le soir, je rentrai chez moi le moral au plus haut. Les enfants remarquèrent ma bonne humeur.
Maman, t'es toute joyeuse ce soir, dit Matteo pendant le dîner. J'ai juste bien avancé sur mon article, répondis-je en souriant. Marco rentra tard, comme d'habitude ces derniers temps. Il mangea en silence et partit dans son bureau. Avant de se coucher, il passa dans la chambre. Chiara, demain c'est la soirée. Je pars direct du boulot, je rentrerai tard. Ne m'attends pas. D'accord, répondis-je calmement. Et n'appelle personne et ne pense même pas à venir. J'ai dit à tout le monde que tu étais malade. T'inquiète pas, je ne bougerai pas. Il hocha la tête, satisfait, et sortit. Moi, allongé dans le noir, je souriais. S'il savait seulement. Le vendredi matin démarra tôt. J'envoyai les enfants à l'école en les prévenant que je rentrerais tard, qu'ils devraient dîner seuls. Puis je partis au salon où Sylvia m'avait réservé une place. Le coiffeur, un jeune avec des cheveux teints couleur cendre, m'examina d'un œil critique. Alors cheveux châtains, bonne texture, mais coupe dépassée. On va faire un carré long moderne, ajouter des mèches, du volume. Ça vous va? J'acquiesçai. 3 heures plus tard, il me tourna vers le miroir. Je ne me reconnus pas tout de suite. Mes cheveux étaient plus clairs, brillants, avec de beaux reflets. La coupe rafraîchissait mon visage, me rajeunissait. Puis vint le maquillage. La maquilleuse, une amie de Sylvia, travailla sur moi pendant 1 heure. Le résultat était bluffant. Mes yeux paraissaient plus grands, mes pommettes plus nettes, mes lèvres plus pleines. Et maintenant, les lentilles, dit Sylvia en me tendant une boîte. Gris-vert, ça va donner un effet incroyable. Je n'en avais jamais porté, et au début ce fut étrange. Mais quand je me regardais dans le miroir, je restais bouche bée. C'était moi, et en même temps quelqu'un d'autre. La couleur des yeux changeait tout. La robe, maintenant, annonça Sylvia en sortant un étui. Une petite robe noire de créateur, cadeau reçu pour un projet. Trop grande pour elle, parfaite pour moi. La robe m'allait à la perfection. Ajustée mais élégante, longueur genou, un joli décolleté dans le dos. Avec des escarpins à talons hauts que je n'avais pas portés depuis au moins 5 ans, le look était à couper le souffle. Mon Dieu, Chiara, tu es sublime, s'exclama Sylvia. Ton mari est fou s'il ne voit pas la femme incroyable que tu es. Et s'il me reconnaît? Il ne te reconnaîtra pas. Tu es méconnaissable. Et puis, il ne s'attend pas à te voir là-bas. Psychologiquement, on ne remarque pas ce qu'on n'imagine pas. Mais reste loin de lui au début, mélange-toi aux invités, montre-toi. Après, on avisera. Sylvia me donna des cartes de visite de l'agence et inventa une histoire. Je serai Chiara Nicoletti, nouvelle account manager, arrivée de Venise il y a 1 semaine. Elle prévint même 2 de ses collègues qui seraient présents, Giulio et Roberta, pour qu'ils soutiennent mon rôle. Giulio est un as de l'impro, avec lui tu ne risques rien. À 18h, j'étais prête. Sylvia me conduisit au restaurant où se tenait la soirée. Un grand bâtiment au centre de Milan, intérieur luxueux, parking rempli de voitures hors de prix. Souviens-toi, tu es une femme d'affaires sûre d'elle. Tu n'as peur de rien et tu n'as rien à prouver à personne. Entre, profite. Et envoie-moi des nouvelles. Je pris une grande inspiration et sortis de la voiture. À l'entrée, le vigile vérifia la liste des invités. Le nom Nicoletti y figurait, Sylvia avait tout arrangé. L'hôtesse de vestiaire prit mon manteau et j'entrai dans la salle principale. La première chose qui frappa mes yeux fut le luxe. Des lustres en cristal, des fleurs fraîches partout, des serveurs en uniforme impeccable. La salle comptait déjà près de 150 invités. Je pris une coupe de champagne sur un plateau et balayai la pièce du regard. J'aperçus Marco presque aussitôt. Il se tenait dans un groupe d'hommes près de la scène, parlant avec animation, gesticulant. Il avait l'air sûr de lui, presque autoritaire. Son costume de marque lui allait parfaitement, un verre de whisky à la main. À côté de lui se trouvait son patron, Lorenzo, un homme d'une 50aine d'années, ainsi que quelques autres dirigeants. Je détournai les yeux et me dirigeai vers l'autre côté de la salle. Il fallait que je trouve Giulio et Roberta de l'agence de pub. Chiara, entendis-je derrière moi une voix masculine. En me retournant, je découvris un grand brun d'une 30aine d'années, au sourire franc et au regard bienveillant. Giulio Petrarca, je travaille avec Sylvia. Elle m'a prévenu de votre venue. Ravi de vous rencontrer. Enchanté. Merci d'avoir accepté de m'aider. Ne me remerciez pas. Sylvia m'a raconté votre histoire. Je suis admiratif de votre courage. Et permettez-moi de dire que vous êtes absolument magnifique. Je rougis à ce compliment. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas entendu de tels mots d'un homme. Venez, je vais vous présenter à quelques personnes. Il faut donner l'impression que vous êtes bien de notre agence. L'heure suivante se passa entre présentation et conversation mondaine. Giulio était un compagnon idéal, il savait parler de tout, relancer la discussion avec subtilité quand je me perdais. Nous abordâmes des campagnes publicitaires, des stratégies marketing, les dernières tendances du digital. Peu à peu, je me détendis, je pris confiance. Plusieurs hommes montrèrent clairement de l'intérêt pour moi, m'invitant à danser quand la musique démarra, m'offrant du champagne. Je déclinai poliment les danses, prétextant la fatigue d'un récent voyage depuis Venise, mais je continuai à discuter avec le sourire. Puis je sentis le regard de Marco posé sur moi. Debout au bar, il me détaillait ouvertement. Dans ses yeux brillait un mélange d'intérêt et d'admiration. Il ne m'avait pas reconnu.
Mon propre mari me regardait comme une inconnue séduisante. Mon cœur s'accéléra. Je détournai la tête, feignant de ne pas remarquer. Mais quelques minutes plus tard, je sentis une présence derrière moi. « Bonsoir. Permettez-moi de me présenter, Marco Wolfer, directeur adjoint au développement. » Je me retournai lentement. Il était tout près, souriant de ce même sourire qui m'avait jadis fait craquer. Il tendait la main pour se présenter. « Chiara Nicoletti, agence de publicité Art Design », répondis-je, tâchant de garder une voix posée. « Enchanté. Je ne vous ai jamais vu à nos événements. Je viens d'arriver de Venise, je commence seulement à collaborer avec votre société. » Venise ? Une ville magnifique. J'y vais souvent pour affaires. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Milan ? Les opportunités de carrière. On m'a proposé un projet intéressant, je ne pouvais pas refuser. Je comprends. Et vous logez où ? Vous avez déjà trouvé un appartement ? Les questions s'enchaînaient. Marco était visiblement captivé. Il me regardait comme il ne m'avait plus regardé depuis des années, avec admiration, avec ce désir de séduire. Pour l'instant, je loue un appartement en centre-ville, je cherche encore le bon quartier. Je pourrais vous recommander un excellent agent immobilier. Et si vous avez besoin d'aide pour vous installer à Milan, n'hésitez pas. Je serais ravi d'aider une belle femme. Une belle femme. Ces mots que je n'avais pas entendus de lui depuis si longtemps. Mais cette fois, il n'était pas destiné à moi, son épouse, mais à une inconnue. Merci, c'est très aimable de votre part. Vous êtes venu seul ? Ou avec votre famille ? Sa voix trahissait l'espoir d'entendre que j'étais seul. Seul ? Je ne suis pas marié. Ses yeux s'illuminèrent davantage. Il se rapprocha, baissant le ton. Dans ce cas, peut-être accepteriez-vous de dîner avec moi un soir ? Je pourrais vous faire découvrir de bons restaurants, vous parler de la ville. J'eus envie d'éclater de rire. Mon mari, celui qui m'avait traité de honte, m'invitait maintenant à un rendez-vous. Mais je me contins. C'est très gentil, mais je préfère éviter de mélanger travail et vie privée. C'est sage. Mais l'invitation tient toujours. Voici ma carte, dit-il en sortant une carte de visite. C'est mon numéro personnel. Appelez si vous changez d'avis. Ou simplement si vous avez besoin d'aide. À ce moment, Lorenzo s'approcha avec sa femme. Isabella. L'ex-mannequin, à cause de qui j'étais jugé indigne d'être ici. Marco, présente-nous ta charmante interlocutrice, dit Lorenzo. Chiara Nicoletti, notre nouvelle partenaire de l'agence Art Design. Chiara, voici Lorenzo, notre directeur général, et son épouse Isabella. Je posai mon regard sur Isabella. Oui, belle. Grande, mince, blonde, aux traits parfaits. Mais dans ses yeux, je lus le vide, l'ennui. Et autre chose. Quand elle regardait son mari, il n'y avait ni amour, ni tendresse. Juste un calcul froid. Enchanté, dis-je en serrant leurs mains. Chiara vient tout juste de s'installer à Milan depuis Venise, précisa Marco, et je vis son regard posé sur moi. Un regard de fierté, comme s'il se vantait de ma présence. Oh, Venise. J'adore cette ville, s'exclama Isabella. Nous y sommes allés l'été dernier. Nous avons séjourné au Gritti Palace, assisté à un opéra à la Fenice. Et vous, vous y êtes déjà allé ? Bien sûr. J'avais un abonnement pour toute la saison. C'était vrai. À 27 ans, quand je faisais mon stage dans une maison d'édition vénitienne, j'avais vraiment pris un abonnement. 15 ans plus tôt. Mais Isabella n'avait pas besoin de le savoir. Comme c'est intéressant. Nous devons absolument discuter davantage. Je rencontre rarement des gens avec un tel goût. Isabella me prit par le bras. Venez, je vais vous présenter à d'autres dames. Marco, on vous l'emprunte un instant. Elle m'entraîna vers un groupe de femmes près des baies vitrées. Les épouses d'autres dirigeants. Toutes impeccables, élégantes, raffinées. Mais plus je leur parlais, plus je comprenais qu'au fond, elles étaient profondément malheureuses. Valentina, la fameuse coach sportive, épouse de Stefano du service commercial, avoua après sa 3e coupe de champagne que son mari la trompait avec sa secrétaire. Anna, la femme du directeur financier, expliqua qu'elle vivait avec son mari comme avec un colocataire, chacun ayant sa propre vie. Isabella, entre deux phrases, mentionna que Lorenzo entretenait une maîtresse à qui il avait offert un appartement dans une résidence de luxe. « Et vous, vous avez quelqu'un à Venise ?» demanda Valentina. « J'avais. Mais nous nous sommes séparés. C'est justement pour ça que j'ai décidé de déménager. J'avais besoin de repartir à zéro. Vous avez bien fait, acquiesça Anna. Les hommes ne valent pas nos souffrances. Quand je vous regarde, Chiara, vous êtes belle, intelligente, indépendante. Pourquoi auriez-vous besoin d'un homme ? Pour fonder une famille, avoir des enfants, répondis-je prudemment. Des enfants ? Vous plaisantez, s'exclama Isabella. C'est la fin de la carrière, la fin du corps, la fin de la vie privée. J'ai dit à Lorenzo dès le début, pas d'enfant. S'il veut un héritier, qu'il trouve une mère porteuse. J'étais choqué par une telle franchise. Ces femmes que mon mari me citait en exemple étaient en réalité profondément malheureuses, prisonnières de cages dorées. Mais Marco Wolfer est libre, lança soudain Valentina en désignant mon mari du menton. Il est marié, oui, mais c'est juste une formalité. Il a honte de sa femme, il ne l'emmène jamais nulle part. Il dit qu'elle est devenue une poule pondeuse, qu'elle a grossi après les grossesses,
qu'elle ne s'intéresse qu'aux séries télé et à la cuisine. Je sentis le sang me monter au visage. Voilà donc ce qu'il racontait à mon sujet. Et ça fait longtemps qu'ils sont mariés, demandai-je d'un ton que je voulais détacher. 15 ans, à peu près. 2 enfants. Mais ça fait longtemps qu'il veut divorcer, il reste seulement à cause des gosses. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il avait une maîtresse. Une petite jeune de la compta, ajouta Anna. Une maîtresse? Marco? Ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. J'essayais de garder un visage impassible, mais à l'intérieur, tout brûlait. Allons, arrêtez de bavarder, intervint Isabella. Chiara, ne les écoutez pas. Marco est un homme correct. Et si jamais il a quelqu'un, c'est par désespoir. Sa femme ne prend plus aucun soin d'elle. Je l'ai vue une fois, quand elle venait chercher ses enfants à l'école. Un désastre. Dans un vieux jean distendu, une veste passée de mode, pas maquillée. Et c'est censé être la femme d'un cadre dirigeant. Je me souvenais parfaitement de ce jour-là. Matteo était tombé malade, avec de la fièvre en plein cours. J'avais accouru à l'école dans la première tenue venue, sans penser une seconde que quelqu'un me jugerait. Peut-être qu'elle avait ses raisons d'être comme ça ce jour-là, dis-je doucement. Quelle raison? La paresse et le laisser-aller. Son mari gagne très bien sa vie, elle pourrait au moins s'occuper d'elle. Mais non, elle passe ses journées à la maison à ne rien faire de concret. Je serrai ma coupe si fort que mes phalanges blanchirent. Ces femmes qui ne me connaissaient pas avaient déjà rendu leur verdict, sur la base des paroles de mon mari et d'un seul épisode malheureux. Vous savez, je pense qu'il ne faut pas juger une personne sans connaître toute son histoire, déclarai-je fermement. Oh, vous êtes trop gentille, sourit Isabella. Mais dans notre milieu, il n'y a pas de place pour la pitié. Soit tu es à la hauteur, soit tu cèdes ta place. À ce moment-là, on annonça le début de la partie officielle. Tout le monde prit place autour des tables. Je cherchai mon nom et découvris que j'étais assise à la même table que Marco. Il y était déjà et, en m'apercevant, son visage s'illumina. « Quel agréable hasard » dit-il en me tirant une chaise. « Oui, très agréable » répondis-je en m'installant. À notre table se trouvaient aussi Julio et Roberta de l'agence, le chef du marketing avec sa femme et quelques autres personnes. Les discours commencèrent, suivis des félicitations et des toasts. Marco ne cessait de chercher à engager la conversation avec moi, se penchait pour commenter un mot, me servait du vin, m'entourait d'attention comme si j'étais une reine. « Et votre épouse, elle n'a pas pu venir » demandai-je soudain entre 2 toasts. Il se crispa, puis fit un geste vague de la main. « Elle n'aime pas ce genre de soirée. Elle préfère rester à la maison. Ou peut-être que vous ne l'avez pas invitée. Pourquoi faire? Elle s'ennuierait ici. Elle ne comprend rien aux affaires, elle ne sait pas tenir une conversation mondaine. » Et puis, il baissa la voix, « Ça fait longtemps que nous vivons comme des étrangers. Seuls les enfants nous retiennent encore ensemble. Mais vous n'êtes pas divorcés. Pas encore. Les enfants sont petits, je ne veux pas les perturber. Mais dès qu'ils seront grands, je divorcerai. J'ai besoin d'une femme à mon niveau. Belle, intelligente, qui comprenne mon monde. Une femme comme il plongea son regard dans le mien, comme vous, Chiara. Je faillis m'étouffer avec mon vin. Mon mari, assis à côté de moi, affirmait que je n'étais pas à sa hauteur. Et dans la même phrase, il me déclarait son attirance, sans savoir que j'étais celle-là même qu'il rejetait. Vous ne me connaissez pas du tout, observai-je. Mais j'aimerais vous connaître. Vous dégagez quelque chose d'exceptionnel. Vous paraissez brillante, confiante. Et en même temps, tellement féminine, élégante. Votre futur mari aura une chance inouïe. Futur mari. Alors que le vrai se tenait juste là, incapable de me reconnaître. Après les discours, la soirée se poursuivit par une piste de danse. Marco m'invita à danser. J'avais envie de refuser, mais je pensais, pourquoi pas, qu'il danse avec sa propre femme qu'il juge indigne. Nous rejoignîmes la piste. Une musique lente démarra. Marco posa sa main sur ma taille et me serra contre lui. Il sentait le parfum de luxe et le whisky. Ses mains étaient fermes, assurées. Autrefois, je me laissais fondre sous ses caresses. Vous dansez merveilleusement bien, me souffla-t-il à l'oreille. Merci. Vous aussi. Vous savez, je n'ai pas rencontré depuis longtemps une femme comme vous. Vous êtes différente. Je levai les yeux vers lui. Dans la pénombre, sous les lumières tamisées, il ressemblait presque au jeune homme dont j'étais tombé amoureuse autrefois. Mais ce n'était qu'une illusion. Toutes les femmes sont uniques. Il suffit de savoir le voir. C'est joli, mais pas toutes. Ma femme, par exemple, est d'une banalité une souris grise. Ne parlez pas ainsi d'une femme qui vous a donné des enfants. Il me dévisagea, surpris. Vous la défendez? Mais vous ne la connaissez même pas. Je défends toutes les femmes que leur mari rabaisse. Même si elles n'en ont pas conscience. Marco fronça les sourcils, mais la musique céda la place à un rythme rapide et l'instant s'évanouit. Nous regagnâmes la table. Julio m'invita à danser, et j'acceptai avec joie, heureuse d'échapper à la compagnie de mon mari. Alors, comment tu te sens? Demanda Julio quand nous nous éloignâmes. C'est étrange. J'apprends sur mon mari des choses que j'ignorais depuis 15 ans. Qu'il a une maîtresse, par exemple. Qu'il raconte partout que je suis affreuse. Qu'il attend seulement que les enfants grandissent pour divorcer. Les hommes disent souvent une chose et en font une autre. Ne prenez pas ça trop à cœur. Vous savez, j'ai vraiment changé.
pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Avant, j'aurais pleuré, j'aurais souffert, je me serais blâmé. Maintenant, je suis en colère. Et j'ai envie de lui donner une leçon. Vous avez raison. Vous êtes une femme belle et intelligente. Ne laissez jamais personne vous convaincre du contraire. Nous dansions, et du coin de l'œil je voyais Marco nous observer. Son regard trahissait de la jalousie. Il me jalousait, moi, sa propre femme, avec un autre homme, sans savoir que c'était moi. La soirée suivit son cours. Je fis beaucoup de rencontres, je nouai des contacts utiles. Plusieurs hommes me firent ouvertement la cour, m'invitèrent à prendre un café, au théâtre, à dîner. Je déclinai poliment, mais c'était agréable de me sentir désirable. Vers minuit, je décidai qu'il était temps de partir. Les enfants étaient seuls à la maison, et les émotions de la soirée suffisaient. Je pris congé de Julio et Roberta, les remerciai pour leur aide, et me dirigeai vers la sortie. « Chiara, vous partez déjà ?» Marco me rattrapa dans le hall. « Oui, je suis fatigué après le voyage et ma première semaine de travail. Laissez-moi vous raccompagner. »« Merci, ce n'est pas la peine. J'ai commandé un taxi. Alors je vais attendre avec vous. » Nous sortîmes. Milan brillait de ses lumières nocturnes. L'air était frais, je frissonnais. « Tenez » Marco retira sa veste et la posa sur mes épaules. Elle portait son parfum. Un parfum familier. Je sais que ça peut sembler un peu direct, mais j'aimerais beaucoup vous revoir. Pas pour le travail, juste pour le plaisir. Peut-être dîner ensemble. Je le regardais. Mon mari, le père de mes enfants, l'homme avec qui j'avais vécu 15 ans, se tenait devant moi sans me reconnaître. Il m'invitait à sortir, comme une étrangère. Il voulait me tromper avec moi-même. « Marco, vous avez une famille. Ma femme et moi, nous sommes des étrangers. Et si votre femme vous aimait? Et si elle souffrait de votre indifférence ?» Il eut un petit rire. « Chiara, vous ne me connaissez pas. Ma femme ne pense qu'aux enfants, à la maison, à ce qu'elle va préparer pour le dîner. L'amour et la souffrance, ce n'est pas son univers. Elle est satisfaite de sa petite vie de ménagère. Comment pouvez-vous en être sûr? Vous en avez parlé avec elle. À quoi bon? Tout est évident. Elle a grossi, elle ne prend plus soin d'elle, elle ne s'intéresse qu'aux tâches domestiques. Est-ce qu'une femme amoureuse se comporte ainsi? » Le taxi arriva. J'enlevai sa veste et la lui rendis. « Vous savez, Marco, je crois que vous vous trompez lourdement à propos de votre femme. Peut-être que vous devriez la regarder d'un peu plus près. Merci pour la soirée. » Je montai dans la voiture sans me retourner. Je donnai l'adresse de Sylvia au chauffeur, il fallait que je me change et enlève mes lentilles avant de rentrer. Dans le rétroviseur, je vis Marco debout sur le trottoir, fixant le taxi qui s'éloignait. Chez Sylvia, j'effaçai rapidement mon maquillage, remis mes vêtements habituels. Mon ami attendait les détails, mais j'étais trop bouleversé pour parler. « Demain, je te raconterai tout. J'ai besoin de réfléchir. »« Bien sûr. Mais tu as bien fait d'y aller. Maintenant, tu connais la vérité. » La vérité. Oui, je connaissais désormais la vérité sur mon mari, sur ce qu'il pensait de moi, sur ce qu'il racontait aux autres. Et cette vérité était amère. À la maison, tout était calme. Les enfants dormaient. Je passais dans leur chambre pour remonter leur couverture. Mes chers, mes adorés. Pour eux, j'avais tant supporté, tant pardonné. La chambre conjugale était vide. Marco n'était pas encore rentré. J'enfilai mon pyjama et me couchai. Mais le sommeil ne venait pas. Les événements de la soirée tournaient dans ma tête, ses mots, ses regards, mes découvertes. Marco rentra vers 2 heures du matin. Il se déplaçait avec précaution pour ne pas faire de bruit. Passa dans la salle de bain, puis se glissa à mes côtés. Il sentait l'alcool et un parfum féminin. Pas le mien. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il dans le noir. « Tu m'as réveillé. Comment était la soirée ? » « Bien. Mais ennuyeuse sans toi, mentit-il avec une aisance effrayante. « Vraiment ? » ?»« Bien sûr. Tout le monde demandait où était ma femme. J'ai dû dire que tu étais malade. Encore un mensonge. Personne n'avait demandé, car tout le monde savait, Marco Wolfer avait honte de sa femme. « Marco, est-ce que tu m'aimes ?» Il se figea, puis se tourna vers moi. « Quelle drôle de question. On est mariés depuis 15 ans, on a 2 enfants. Bien sûr que je t'aime. » « Non, je suis sérieuse. Est-ce que tu m'aimes comme une femme? Ou est-ce que tu t'es juste habitué, tu me tolères? »« Chiara, pourquoi tu poses ce genre de questions en pleine nuit? Tu t'imagines des trucs? Dors, on est samedi demain, on pourra se reposer. » Il me tourna le dos et, quelques minutes plus tard, s'endormit. Moi, je restais là, les yeux fixés au plafond. Dans ma poitrine, c'était le vide, le froid. Comme si quelque chose était mort. Sans doute ma dernière illusion qu'il restait encore quelque chose à sauver. Le samedi matin commença comme toujours. Marco se leva tard, prit son petit déjeuner et partit à la salle de sport. Il ne reviendrait que le soir, après le sauna avec ses amis. Les enfants s'éparpillèrent à Luna à la danse, Matteo au foot. Je restai seul. Je m'assis devant l'ordinateur, ouvris un nouveau document. Et je me mis à écrire. Pas un article pour un magazine. Une lettre. À moi-même. Sur ce que je ressentais, ce que je voulais, comment j'imaginais ma vie future. J'écrivis longtemps, sérieusement. Et peu à peu, une idée s'imposait. Je ne voulais plus être celle que mon mari voyait en moi.
Une souris grise, une ménagère, un poids. Je voulais être celle que j'avais été la veille. Sûre d'elle, belle, désirée. Le téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô, Chiara Nicoletti? Ici Lorenzo, directeur général de la société de construction. Nous nous sommes rencontrés hier à la soirée. Mon cœur fit un bond. L'avait-il reconnu? Bonjour, Lorenzo. Que puis-je faire pour vous? Voilà, j'aimerais discuter avec vous d'un projet. Hier, vous avez évoqué une idée intéressante pour la campagne publicitaire de notre nouveau complexe résidentiel. Pourrions-nous nous voir lundi? Je me rappelais. En effet, j'avais lancé quelques idées au cours d'une conversation, simplement pour nourrir mon rôle. Avec plaisir, je serais ravi d'en parler. Parfait. Et aussi, Chiara, vous avez fait forte impression hier. C'est rare de rencontrer une femme qui connaît si bien les affaires tout en restant aussi féminine. Marco Wolfer n'a pas décroché les yeux de vous de toute la soirée. Merci pour le compliment, Lorenzo. Ce n'est pas un compliment, c'est un fait. À lundi, mon assistante vous contactera pour l'horaire. Il raccrocha. Je restai un instant avec le téléphone à la main, réalisant que le directeur général de l'entreprise où travaillait mon mari venait de m'inviter à une réunion professionnelle. Il m'avait complimenté. Et il avait même précisé que Marco n'avait pas détaché ses yeux de moi. Le deuxième appel fut celui de Sylvia. Alors, tu t'es remise d'hier soir? Plus ou moins. Sylvia, figure-toi Lorenzo, le DG de la boîte de Marco, veut me rencontrer lundi. Pour discuter d'un projet publicitaire. Oh, on dirait que tu n'as pas perdu ton temps, toi. Et tu comptes faire quoi? Je ne sais pas. Ça reste un mensonge. Je ne travaille pas dans ton agence. Et qui a dit que tu n'y travaillais pas? Si tu veux, je t'engage dès maintenant comme consultante freelance. Tu as l'expérience, tu as bossé comme éditrice, tu as écrit sur la pub et le marketing. Tu nous conseilles sur les textes, et si tu ramènes un client, c'est tout bénéfice. Sylvia, c'est de la folie. Non, c'est une chance. Une chance de commencer une nouvelle vie. De devenir celle que tu veux être, pas celle que ton mari croit voir. Elle avait raison. C'était une chance. Folle, risquée, mais une chance. D'accord, j'accepte. Mais si ça tourne mal? Ça ne tournera pas mal. J'ai confiance en toi. Écoute, viens lundi matin au bureau. Je te présente à l'équipe, je te donne les dossiers pour que tu sois au point. Et on t'arrange une garde-robe pour tes rendez-vous pro. Le reste du week-end passa dans une excitation étrange. Je me préparais pour lundi, je lisais des ouvrages spécialisés, je révisais mes connaissances en marketing et publicité. Marco ne remarquait rien, absorbé par ses affaires. Dimanche soir, au dîner en famille, il lâcha soudain. Au fait, il va y avoir du changement dans ma boîte. Nouvelle campagne pub, rebranding. Lorenzo veut passer à la vitesse supérieure. Intéressant, répondis-je en servant de la salade. Oui, et tu sais quoi? Hier, à la soirée, il y avait une femme de l'agence de pub. Impressionnante. Intelligente, belle, avec des idées brillantes. Lorenzo est sous le charme. Ah oui? Je feignis l'indifférence. Oui. Elle s'appelle Chiara. Elle vient de Venise. Je pense qu'elle ira loin dans le business. Et elle est mariée? Demanda soudain Matteo. Mariée, répéta Marco. Non, elle est libre. Puis il se reprit, pourquoi tu demandes ça? Parce que tu en parles avec des étoiles dans les yeux. Luna regarda son père, puis moi. Elle avait toujours été perspicace. Papa, pourquoi maman n'était pas à la soirée? Demanda-t-elle. Parce qu'elle était malade, répondit Marco aussitôt. Je n'étais pas malade, dis-je calmement. Papa a juste décidé que ça ne m'intéresserait pas. Pourquoi ça ne t'intéresserait pas? S'étonna Matteo. Il devait y avoir de la musique, de la bonne nourriture. C'est un événement pour les employés et partenaires, expliqua Marco. Maman s'y serait ennuyée. Mais Chiara, elle, ne s'est pas ennuyée, insista Luna. Elle travaille dans la pub, c'est son métier. Maman travaille aussi. Elle écrit des articles. Ce n'est pas pareil, trancha Marco. Les enfants échangèrent un regard, puis se turent. La fin du repas se déroula dans un silence tendu. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Demain commençait un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre où je ne serai plus l'épouse de Marco Wolfer, mais Chiara Nicoletti, consultante en publicité. Peur? Terriblement. Mais aussi une excitation brûlante. Lundi matin. Marco partit tôt, comme toujours. Les enfants à l'école. Je me préparai et filai chez Sylvia. Elle m'accueillit avec enthousiasme, me présenta à ses collègues comme leur nouvelle consultante éditoriale. Personne ne sembla surpris, elle avait déjà mis tout le monde au courant. Voici ton bureau provisoire, me montra-t-elle un petit espace avec un ordinateur et des dossiers. Tu as tout ce qu'il faut. L'art directeur viendra te montrer les projets faits pour la société de construction. Prépare-toi pour la rencontre avec Lorenzo. Pendant 2 heures, je plongeai dans les documents, pris des notes, élaborai des propositions. Des idées fusaient, de plus en plus claires, de plus en plus inspirées. Je me sentais revivre après un long sommeil. À 13 heures, le secrétaire de Lorenzo m'appela, une voiture viendrait me chercher dans une demi-heure. Le rendez-vous aurait lieu dans un restaurant, pas au bureau. Un resto, c'est bon signe, commenta Sylvia. Ça veut dire qu'il est sérieux.
mais la robe noire Armani, elle est pro mais élégante. Et les escarpins à talons moyens, pour être à l'aise. Je me changeai, refis mon maquillage. Dans le miroir se reflétait une femme d'affaires assurée. Plus une ménagère, plus une ombre. La nouvelle Chiara. La voiture arriva pile à l'heure. Une Mercedes noire avec chauffeur. Au restaurant, Lorenzo m'attendait déjà dans un salon privé. Chiara, ravi de vous voir. Installez-vous. Nous commandâmes un déjeuner léger et attaquâmes le sujet. Je lui exposai mes idées pour la campagne du nouveau complexe résidentiel. Un concept, une maison où vit le bonheur, centrée sur la famille, le confort, la sécurité. Lorenzo écoutait attentivement, posant quelques questions. « Excellent, dit-il quand j'eus terminé. Vous avez saisi l'essence même de ce que nous voulons transmettre. Vous savez, j'en ai parlé à ma femme hier. Isabella est aussi sous votre charme. Elle dit qu'il est rare de rencontrer une femme avec autant de goût et d'intelligence. Merci, c'est très flatteur. Je veux vous proposer un contrat. Pas juste un projet ponctuel. Une collaboration permanente. Vous superviserez toute la stratégie publicitaire de notre société. On discutera des conditions, mais je peux déjà vous dire qu'elles seront très avantageuses. Je ne m'attendais pas à ça. Une collaboration permanente ? Cela signifiait apparaître régulièrement dans la société de mon mari, travailler avec ses collègues, le croiser. C'est une proposition très généreuse, Lorenzo. Je dois en discuter avec la direction de l'agence. Bien sûr, je comprends. Mais je veux que vous sachiez que je vois en vous un énorme potentiel. Et d'ailleurs, Marco Wolfer supervisera ce projet de notre côté. Vous serez amené à collaborer étroitement. J'espère que cela ne vous dérange pas. Travailler avec mon propre mari, qui ne me reconnaissait pas. Cela dépassait toutes les limites de l'absurde. Non, aucun problème. Marco Wolfer m'a semblé être un professionnel compétent. Il est plus que compétent. C'est l'un de nos meilleurs éléments. Même si, dans sa vie privée, ce n'est pas très brillant. Sa femme n'est pas vraiment à son niveau. Mais c'est son affaire. L'essentiel, c'est que ça n'affecte pas son travail. Encore ça. Encore une fois, j'entendais parler de moi à la troisième personne, et toujours en mal. Lorenzo, vous connaissez sa femme. Je l'ai aperçue 2 ou 3 fois. Une femme banale, rien de particulier. Marco dit qu'elle est femme au foyer, qu'elle s'occupe des enfants. Après tout, c'est une vocation comme une autre. Une vocation. Ma maternité et mes années de soins consacrées à ma famille réduit à un métier de ménagère. Après le déjeuner, le chauffeur me ramena à l'agence. Sylvia m'attendait avec impatience. Alors ? Il m'a proposé un contrat permanent. Et il a dit que ce serait Marco qui superviserait le projet de leur côté. Incroyable. Tu vas travailler avec ton propre mari. C'est insensé, je le sais. Mais tu sais quoi ? J'accepte. Je veux voir combien de temps je pourrai le berner. Et lui prouver de quoi cette soi-disant souris grise est capable. C'est risqué. Et s'il découvre la vérité ? Il ne découvrira rien. Il ne voit que ce qu'il veut voir. Pour lui, je suis une femme à la maison, et ici une autre personne. Dans sa tête, il est incapable d'imaginer que ce soit la même femme. Le soir, à la maison, je jouais mon rôle habituel. Je préparais le dîner, je vérifiais les devoirs de Matteo, je parlais des copines de Luna. Marco rentra surexcité. Figure-toi, Lorenzo a rencontré aujourd'hui cette Chiara de l'agence. Il lui a proposé un contrat permanent. Et je vais superviser le projet. Super, dis-je en remuant la sauce sur la cuisinière. Tu ne comprends pas l'enjeu. Si ça marche, j'ai toutes mes chances pour une promotion. Peut-être même le poste de directeur du développement. Et c'est quoi, ce projet ? Une campagne de pub pour un nouveau complexe résidentiel. Chiara a proposé une idée géniale. Une maison où vit le bonheur, les valeurs familiales, tout ça. Je souris. Mon mari qualifiait de génial mon idée à moi, sans le savoir. Les valeurs familiales ? Tu y crois vraiment ? Il me regarda, surpris. Bien sûr que j'y crois. Pourquoi cette question bizarre ? C'est juste que, ces derniers temps, tu passes plus de temps au travail qu'à la maison. Alors je me demandais si la famille comptait encore pour toi. Chiara, je travaille pour la famille. Pour que vous ne manquiez de rien. Pour que les enfants aient de bonnes écoles, pour qu'on puisse voyager. On n'a pas voyagé depuis 3 ans. Parce que j'ai trop de travail. Mais bientôt, ça changera, tu verras. Il s'approcha, m'embrassa sur la joue et partit dans son bureau. Et moi, je restais là, devant la casserole, à penser, qu'est-ce qu'il dira quand il saura la vérité ? Quand il découvrira que la Chiara qui l'obsède est sa propre femme, celle qu'il traite de souris grise. Mais ça, ce serait pour plus tard. Pour l'instant, j'avais un rôle à jouer. Et je comptais le jouer jusqu'au bout. Le lendemain, eut lieu la première réunion de travail sur le projet. Elle se tenait au siège de la société, dans une grande salle de conférence. Une quinzaine de personnes présentes, marketeurs, designers, commerciaux. Et Marco, bien sûr. J'arrivais en tailleur strict, les cheveux relevés en chignon élégant, maquillage discret. Une professionnelle accomplie. Marco m'accueillit à l'entrée. Chiara, ravi de vous voir. Vous êtes superbe. Merci, Marco. Prêt à travailler. Plus que prêt. J'ai rassemblé toutes les infos nécessaires sur le projet.
Je pense qu'on devrait d'abord en discuter ensemble, puis le présenter à l'équipe. Nous allâmes dans son bureau. Une grande pièce avec baies vitrées, mobilier chic, diplômes et certificats au mur. Pas une seule photo de famille. Comme s'il n'avait ni femme, ni enfant. Un café? Un thé, proposa-t-il. Un café, noir, sans sucre. Il parut étonné. À la maison, je bois toujours mon café au lait et sucré. Alors, vous vous habituez à notre ville? Venise ne vous manque pas trop? Un peu. Mais ici aussi c'est intéressant. De nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Et vous logez où, si ce n'est pas indiscret? Je loue un appartement au centre. Je regarde où m'installer durablement. Je peux vous conseiller de bons quartiers. J'ai un ami agent immobilier qui pourrait vous aider. Merci, mais je préfère attendre. Je veux d'abord voir si je reste longtemps. Et qu'est-ce qui pourrait vous faire partir? Je le fixai droit dans les yeux. La déception. Si je comprends que cette ville n'est pas pour moi, que les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent, je partirai sans hésiter. Il se crispa, comme s'il percevait le sous-entendu. J'espère que nous ne vous donnerons aucune raison de partir. Nous passâmes ensuite au projet. Je présentai un plan détaillé, le budget, le calendrier. Marco écoutait attentivement, prenait des notes, posait des questions. Dans son rôle, il était différent, concentré, intelligent, professionnel. Celui dont j'étais tombé amoureuse autrefois. Lors de la réunion générale, ma présentation fit sensation. Tout le monde fut conquis par la vision, les idées, l'approche. Lorenzo, présent lui aussi, répéta plusieurs fois qu'il avait eu raison de me recruter. Après la réunion, Marco proposa d'aller déjeuner. Pour fêter le début de notre collaboration. J'acceptai. Je voulais voir jusqu'où il irait. Au restaurant, il fut d'une galanterie irréprochable. Il tirait ma chaise, m'aidait avec la carte, racontait des anecdotes de bureau. Et sans cesse des compliments, que j'étais brillante, belle, talentueuse. Marco, puis-je vous poser une question personnelle, demandai-je au dessert. Bien sûr. Êtes-vous heureux en mariage? Il faillit s'étrangler avec son café. Pourquoi me demandez-vous ça? À la soirée, vous avez dit que vous viviez avec votre femme comme avec une étrangère. Ça doit être lourd, non? Il resta silencieux un instant, puis soupira. Vous savez, Chiara, les mariages sont tous différents. Nous, on s'est mariés jeunes, par amour. Mais les gens changent. Moi, j'ai grandi, j'ai évolué professionnellement, et elle est restée au même niveau. Aujourd'hui, on n'a plus rien à se dire, à part sur les enfants et la maison. Et vous n'avez jamais essayé de changer ça? De lui parler, de lui proposer d'évoluer avec vous. À quoi bon? Elle est satisfaite comme ça. La maison, les enfants, ses séries le soir. Elle ne veut rien changer. Et comment pouvez-vous en être sûr si vous n'en avez jamais parlé avec elle? Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Croyez-moi, je sais ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Je bus une gorgée d'eau pour cacher mon émotion. 15 ans qu'il me connaissait, et il ne savait rien de moi. Et vous avez une maîtresse, demandai-je de but en blanc. Il rougit. Pourquoi cette question? À la soirée, on disait que vous aviez une aventure avec quelqu'un de la compta. Des ragots. Les gens adorent ça, dans l'entreprise. Mais à sa réaction, je compris que c'était vrai. Mon mari avait bien une maîtresse. Une petite blonde de la comptabilité. Vous savez, Marco, je pense que quand on est malheureux en mariage, il faut soit essayer de le sauver, soit divorcer honnêtement. Mais pas mener une double vie. C'est facile à dire quand on n'a pas d'enfants. Pour eux, parfois, il faut supporter. Les enfants sentent quand leurs parents sont malheureux. Et ça ne les rend pas plus heureux, croyez-moi. Il me dévisagea, pensif. Vous êtes une femme sage, Chiara. Dommage que ma femme ne le soit pas. Je me retins de lui lancer mon dessert à la figure. Les semaines suivantes passèrent à toute allure. Le projet avançait, la campagne publicitaire prenait forme. Je passais presque tous mes jours au siège de la société, en réunion avec les designers, les rédacteurs, les marketeurs. Et toujours avec Marco. Il se passionnait de plus en plus pour moi. Il m'invitait à déjeuner, dîner, au théâtre. Je refusais souvent, prétextant le travail, mais j'acceptais parfois un déjeuner d'affaires. Je voulais l'étudier, comprendre comment il en était arrivé là. À la maison, nos rapports devenaient glaciaux. Il rentrait tard, repartait tôt. Ne parlait presque plus qu'aux enfants. Puis il finit par s'installer dans son bureau pour dormir, prétextant que je ronflais et l'empêchais de se reposer. Je ne ronfle pas. Mais je n'ai rien dit. C'était plus simple ainsi. Un soir, alors que les enfants étaient chez leur grand-mère, je restais seul à la maison. Marco tardait, comme d'habitude. Je lisais dans le salon quand j'entendis la porte s'ouvrir. Mais au lieu du habituel, je suis rentré, ce fut un rire. Un rire féminin. Je me levai et regardai dans l'entrée. Marco était là avec une jeune blonde d'une vingtaine d'années. Tous deux un peu éméchés. « Oh, ta femme est là, » dit la fille en m'apercevant. « Voici ma femme, Chiara, » présenta Marco. « Et voici Elena, une nouvelle collègue de la compta. Sa voiture est en panne, je l'ai raccompagnée. » Elena. Voilà donc son nom. La maîtresse de mon mari. « Bonsoir, dis-je calmement. Bonsoir. Excusez-nous de débarquer. »
Marco a proposé de me déposer, mais comme j'habite à l'opposé, il a voulu passer chez lui chercher des documents. Des documents. À 10 heures du soir. Ce n'est rien. Vous voulez une tasse de thé? Non, merci. Je vais y aller. Je prendrai un taxi. Je m'en occupe, dit Marco en sortant son téléphone. Pendant qu'il commandait, Elena me fixait. Dans son regard, il y avait de la curiosité et un mépris léger. Voilà donc la femme dont Marco parlait. L'épouse vieillie, sans charme, la mère poule. Quand elle partit, Marco alla directement à la cuisine. Y a quelque chose à manger. Des boulettes au frigo. Tu peux les réchauffer. Tu ne pouvais pas les réchauffer toi-même? J'aurais pu. Mais je ne vais pas te servir après que tu as ramené ta maîtresse à la maison. Il sursauta. Quelle maîtresse? Elena est juste une collègue. Marco, ne me prends pas pour une idiote. Je vois et je comprends très bien. Qu'est-ce que tu comprends, au juste? Tu passes tes journées enfermées, tu ignores tout de la vraie vie, et tu joues la victime. Je ne joue pas la victime. Je constate un fait, mon mari a une maîtresse. Et alors? Même si c'était vrai, qu'est-ce que ça change? Nous ne vivons plus comme mari et femme depuis longtemps. Par ta faute ou par la mienne? Par choix mutuel. Tu t'es éloignée, tu es devenue froide. Je suis devenue froide quand tu as commencé à m'humilier. À me dire que j'étais grosse, laide, inintéressante. Je disais la vérité. Regarde-toi. Je me levais, m'approchais de lui. Je me regarde tous les jours. Et tu sais ce que je vois? Une femme qui a donné naissance à 2 enfants. Qui a créé un foyer, du confort. Qui a sacrifié sa carrière pour sa famille. Et qui, en retour, a eu un mari infidèle. Tu dramatises, comme toujours. Personne ne t'a forcé à renoncer à ta carrière. Ah non? Et qui répétait que mon travail ne servait à rien, que seuls les enfants comptaient? Qui refusait d'engager une aide pour que j'aie du temps pour moi? Arrête de déformer. Tu voulais toi-même rester avec les enfants. Inutile de discuter. Dans sa tête, il avait réécrit l'histoire à sa convenance. Tu sais quoi, Marco? Fais ce que tu veux. Sors avec qui tu veux. Mais ne les ramène pas dans notre maison. C'est ma maison aussi, et je ne vais pas céder à tes caprices. Très bien, dit-il en haussant les épaules. De toute façon, je ne suis presque jamais là. Il repartit dans son bureau. Je restais seul dans la cuisine. À l'intérieur, c'était le vide. Ni douleur, ni colère. Juste de la fatigue. Le lendemain, au travail, oui, je pensais déjà à l'agence comme à mon vrai travail. Sylvia remarqua mon état. Qu'est-ce qui se passe? Je lui racontai ma soirée de la veille. Quel salaud! Amener sa maîtresse chez lui. Chiara, tu ne peux plus supporter ça. Divorce. Pas maintenant. Les enfants. Ce serait trop dur pour eux. Et pour toi, ce n'est pas dur. Pour moi si. Mais je m'y suis habitué. Et puis, maintenant j'ai du travail. Ça me change les idées. En parlant de travail, Lorenzo est enchanté des résultats intermédiaires. Il dit que tu es un génie du marketing. Il veut te proposer le poste de directrice marketing dans leur société. Quoi? Mais je travaille déjà à l'agence. Officiellement, oui. Mais en réalité tu es freelance. Tu peux travailler où tu veux. Et réfléchis, directrice marketing d'un grand groupe immobilier. C'est un bond de carrière énorme. Et le salaire qui va avec. Directrice marketing dans l'entreprise où mon mari est directeur adjoint du développement. Cela voudrait dire que nous serions presque au même niveau. Je me demandais bien comment il le prendrait. Il faut que j'y réfléchisse. Réfléchis, mais pas trop longtemps. Des offres comme celle-là, ça ne se présente pas 2 fois. 2 jours plus tard, Lorenzo m'invita à une rencontre. Cette fois, dans son bureau. Chiara, je vais être direct. Nous avons besoin de vous. Pas comme consultante externe, mais comme membre de l'équipe. Je vous propose le poste de directrice marketing. Le salaire, il annonça un chiffre qui me coupa le souffle. 3 fois celui de Marco. C'est une offre très généreuse, Lorenzo. Vous la méritez. En 1 mois, vous avez fait plus que notre ancien responsable marketing en 1 an. Les ventes augmentent déjà, alors que la campagne n'est même pas encore lancée. Et Marco Wolfer? Nous travaillons ensemble sur ce projet. Marco sera ravi. Il vous admire. Hier encore, il n'arrêtait pas de répéter à quel point vous êtes talentueuse. Ironie du sort. Mon mari m'admirait sans savoir que c'était moi. Puis-je réfléchir jusqu'à lundi? Bien sûr. Mais j'espère un oui. Le soir, en préparant le dîner, j'y pensais. Si j'acceptais, je travaillerais dans la même société que Marco. Le voir tous les jours, échanger avec lui. Pour l'instant, il ne m'avait pas reconnu, mais tôt ou tard, ça arriverait. Et alors? Maman, à quoi tu penses? Demanda Luna en m'enlaçant par derrière. Au travail, ma chérie. Tu as un nouveau contrat d'article. Un peu ça. Tu sais, maman, ces derniers temps, tu es différente. Plus sûre de toi, je crois. Et plus belle. Enfin, tu as toujours été belle, mais là tu rayonnes. Merci, mon ange. C'est sûrement le printemps. Maman, je peux te poser une question? Tu aimes papa? La question me prit de court. Pourquoi tu demandes ça? Vous ne vous parlez presque plus. Papa est toujours au travail ou dans son bureau. Même le soir, vous ne dînez pas ensemble après qu'on ait couché avec Matteo.
Ma fille observait mieux que je ne le croyais. Luna, les relations d'adultes sont compliquées. Parfois, les gens s'éloignent. Vous allez divorcer. Je ne sais pas, ma chérie. On verra avec le temps. Elle me serra plus fort. Si jamais, je reste avec toi. Tu es la meilleure maman du monde. Les larmes me montèrent aux yeux. Je me retournai pour l'étreindre. Merci, mon amour. Tu es aussi la meilleure. Le week-end, Marco partit pêcher avec ses amis. Moi, je décidai de me faire une journée beauté. Salon, shopping, ciné avec les enfants. Luna m'aida à choisir des vêtements, elle a beaucoup de goût. Maman, prends cette robe. Elle te va super bien. La robe était splendide. Rouge foncé, élégante, mettant ma silhouette en valeur. C'est trop jeune pour moi. Mais non, maman. Tu n'as pas 70 ans. Tu es une belle femme en pleine force de l'âge. Je l'achetai. Et d'autres vêtements encore. Une nouvelle garde-robe pour une nouvelle vie. Lundi matin, j'appelai Lorenzo. J'accepte. Parfait. Quand pouvez-vous commencer? Dès demain. Alors demain. Je convoquerai une réunion et je vous présenterai officiellement. Et Chiara, bienvenue dans l'équipe. Le soir, au dîner, j'annonçai la nouvelle. J'ai une nouvelle. J'ai reçu une proposition de travail. Marco leva les yeux de son assiette. Un travail? Quel travail? Directrice marketing dans une grande société immobilière. Il éclata de rire. Chiara, tu plaisantes? Directrice marketing? Mais tu es une femme au foyer. Je suis éditrice avec 15 ans d'expérience. Et ce dernier mois, j'ai dirigé avec succès un gros projet publicitaire. Quel projet? Où ça? À l'agence Art Design. J'y étais consultante. Toi? Chez Art Design? Ne me fais pas rire. Je connais tout leur personnel. Pas tout le monde, visiblement. Maman, c'est génial, s'écria Matteo. Tu vas être une big boss. Merci, mon fils. Et dans quelle société, ce poste magique? Demanda Marco avec ironie. Je fis une pause, savourant l'instant. Dans la tienne. Enfin, dans l'entreprise où tu travailles. La fourchette tomba de ses mains. Quoi? C'est une blague? Aucune blague. Lorenzo m'a personnellement proposé ce poste. Demain, c'est mon premier jour. Mais c'est impossible. Je serai au courant s'il cherchait un directeur marketing. Et puis, Lorenzo ne te connaît même pas. Évidemment que si. Sinon, il ne m'aurait pas proposé le poste. Marco bondit de sa chaise. C'est un malentendu. J'éclaircirai ça demain. Éclaire, je t'en prie, répondis-je calmement. Moi, je vais préparer ma tenue pour demain. Il faut faire bonne impression le premier jour. Cette nuit-là, Marco ne dormit pas. J'entendais ses pas dans le bureau, ses appels passer à droite et à gauche. Il cherchait sûrement à comprendre ce qui se passait. Mais un dimanche soir, personne ne répondait. Le matin, je me levai tôt. Tenue stricte, maquillage impeccable, coiffure parfaite. Chiara Nicoletti, directrice marketing. Marco m'arrêta dans l'entrée. Chiara, c'est une erreur. Tu ne peux pas travailler dans notre entreprise. Pourquoi? Parce que tu es ma femme. Ce n'est pas éthique. Pas éthique d'avoir une maîtresse à la compta. Mais travailler dans la même société que sa femme, c'est tout à fait normal. Ou bien tu as honte de moi? Je sais juste inattendu. La vie est pleine de surprises, chérie. À plus tard, au bureau. Je sortis, le laissant planté dans l'entrée, bouche bée. Au siège de la société, on m'accueillit comme une invitée d'honneur. La secrétaire me conduisit à mon bureau, vaste, lumineux, avec vue sur la ville. Sur la porte, une plaque, c'est Nicoletti, directrice marketing. Nicoletti, pas Wolfer. J'avais décidé d'utiliser mon nom de jeune fille. 1 heure plus tard eut lieu la réunion. Lorenzo m'introduisit officiellement devant une 50aine de collaborateurs, dont tous les cadres supérieurs. Et Marco, bien sûr. Chers collègues, je suis heureux de vous présenter notre nouvelle directrice marketing, Chiara Nicoletti. Beaucoup la connaissent déjà grâce au projet mené avec Art Design. Elle a obtenu des résultats brillants, et je suis sûr qu'avec elle notre département atteindra un niveau supérieur. Applaudissements. Je me levai, remercié pour la confiance, présentai brièvement mes objectifs. Du coin de l'œil, je voyais le visage de Marco. Figé. Il me regardait comme un fantôme. Après la réunion, il vint vers moi. Il faut qu'on parle. Bien sûr. J'ai une demi-heure avant mon prochain rendez-vous. Nous entrâmes dans mon nouveau bureau. Marco ferma la porte et se tourna vers moi. Chiara, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis devenue directrice marketing. Mais tu es une femme au foyer. Une souris grise? Une honte pour toi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors quoi? Marco, j'ai toujours eu du potentiel. Tu ne l'as jamais vu. Trop occupé par ta carrière et tes petites jeunes collègues. Quelle petite collègue? Voyons, Elena, la comptable. Alors, comment va-t-elle? Elle a encore besoin qu'on la ramène. Il rougit. Ça ne te regarde pas. Exactement. Comme mon travail ne te regarde pas. Je suis ici sur l'invitation de Lorenzo et je remplirai mes fonctions du mieux possible. Mais tu ne connais même pas les spécificités. Ah non? Qui a mené la campagne publicitaire le mois dernier? Qui a conçu la fameuse idée que tu as qualifiée de géniale?
C'était Chiara de l'agence. Réfléchi, il commençait à comprendre. C'était toi, la Chiara de Venise. Tu piges enfin. Mais comment? Tu n'avais pas le même look. Tes yeux, ta coiffure. Des lentilles, un maquillage pro, une nouvelle coupe. Étonnant, ce qu'une femme est capable de faire quand elle veut changer sa vie. Tu m'as menti. Moi? Mentir? C'est toi qui disais à tout le monde que ta femme était une poule pondeuse. C'est toi qui m'as invité à dîner sans savoir que j'étais ta femme. C'est toi qui m'as avoué ton attirance en disant vouloir divorcer. Marco s'effondra sur une chaise. Perdu, abattu. Je comprends pas. Pourquoi tu as fait ça? Pour me prouver, et te prouver, que je vaux quelque chose. Que je ne suis pas la souris grise que tu caches à tes collègues. Chiara, Inutile. Ici, nous sommes collègues. Je suis Chiara Nicoletti, directrice marketing. À la maison, on verra plus tard. J'ouvris la porte pour signifier que la conversation était close. Marco sortit. Je m'installai à mon nouveau bureau. Sur l'écran, déjà des mails, des rapports, des documents. Une nouvelle vie commençait. Les premières semaines furent exigeantes. Il fallait reprendre en main le service, relancer les projets. Mais je m'en sortais. Mon expérience d'éditrice m'aidait à organiser, à trouver des solutions créatives. Les collègues m'accueillirent chaleureusement. Surtout après que ma première initiative rapporta un gros contrat, j'avais proposé d'utiliser la réalité virtuelle pour présenter les biens immobiliers. Les clients furent conquis. Marco, lui, restait distant. Au travail, il ne m'adressait la parole que pour l'essentiel. À la maison, il ne parlait presque plus, dormait dans son bureau, dînait à part. Les enfants remarquèrent la tension. « Maman, vous vous êtes disputée avec papa ?» demanda Matteo. « Non, mon chéri. On a juste beaucoup de travail tous les deux. » Alors pourquoi papa n'est pas content de ton nouveau poste? C'est trop cool que ma maman soit une big boss. Papa a besoin de temps pour s'habituer au changement. Mais Marco ne s'habituait pas. Il bouillait. Surtout après que, lors d'une assemblée, Lorenzo me félicita publiquement et rappela que j'avais rapporté plus de bénéfices en 2 mois que l'ancien directeur marketing en 1 an. Et puis arriva ce que je redoutais mais espérais éviter. À la soirée de bureau célébrant la fin du trimestre, je portais la fameuse robe rouge achetée avec Luna. J'étais resplendissante, tout le monde le remarqua. Isabella, la femme de Lorenzo, s'approcha avec une coupe de champagne. « Chiara, vous êtes absolument éblouissante ce soir. Marco ne vous quitte pas des yeux. » Je me retournai. Marco me fixait en effet, mais dans son regard il n'y avait pas de l'amour, plutôt une forme de désespoir. « Vous savez, » continua Isabella, « je suis heureuse que tout se passe si bien pour vous. Vous et Marco formez un couple magnifique. » Un couple? Nous ne sommes que collègues. Allons, tout le monde voit comment il vous regarde. Et puis, il m'a dit lui-même qu'il divorçait. Donc aucun obstacle. À ce moment arriva Elena, la fameuse maîtresse de Marco, la comptable. « Excusez-moi d'intervenir. Isabella, vous vous trompez. Marco Wolfer ne divorce pas. Je suis allé chez lui, j'ai vu sa femme. Une bonne femme banale, une ménagère grassouillette. Il reste avec elle par pitié, pour les enfants. » Le sang me monta au visage. Cette gamine parlait de moi, devant moi. « Elena, pensez-vous vraiment qu'il soit approprié de discuter de la vie privée de vos collègues ?» répliquai-je froidement. « Pourquoi pas? Tout le monde est au courant. Marco ne cache pas qu'il est malheureux en ménage. Il dit que sa femme ne le comprend pas, qu'ils vivent comme des colocataires. » Vraiment? Et que savez-vous encore sur sa femme? Rien de plus à savoir. Elle reste à la maison, s'occupe des enfants, regarde des séries. Marco dit qu'elle ne lit même pas de livres, juste des magazines de cuisine. C'en était trop. Mon mari racontait ses horreurs à sa maîtresse, me faisant passer pour une idiote. Vous savez quoi, Elena? Je crois que vous ignorez beaucoup de choses sur la famille Wolfer. Jugez une personne que vous avez croisée une seule fois et pour le moins déplacée. Et vous, qu'en savez-vous? Vous ne l'avez jamais vue, sa femme. Je souris. Oh, je la connais très bien. En fait, je sais tout d'elle. Par exemple, qu'elle est devant vous en ce moment. Silence. Elena pâlit, Isabella resta bouche bée. Vous êtes la femme de Marco, murmura Elena. Exactement. La ménagère grassouillette qui regarde des séries. Ravie de faire connaissance dans un cadre plus approprié. Elena recula, bredouilla quelques mots et fila. Isabella me dévisageait avec admiration. Chiara, c'est incroyable. Vous l'avez bien eu. Mais pourquoi? Pour découvrir la vérité. Et montrer à mon mari ce qu'il perd. Et maintenant? Je ne sais pas. L'avenir le dira. La nouvelle que la nouvelle directrice marketing était en réalité l'épouse de Marco Wolfer fit le tour de l'entreprise en 1 heure. Les regards changèrent. Respect, curiosité, parfois de la compassion. Marco me retrouva dans mon bureau en fin de soirée. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi t'es-tu dévoilé? Je suis fatigué du mensonge. Fatigué d'être Chiara Nicoletti alors que je suis Chiara Wolfer. Maintenant tout le monde va jaser. Qu'il jase. Je m'en fiche. Je ne me cacherai plus et je n'aurai plus honte de qui je suis. Il s'assit en face de moi, me prit la main. Chiara, pardonne-moi. J'ai été un idiot. Je ne t'ai pas apprécié, je t'ai rabaissé.
Mais en te voyant autrement, j'ai compris quelle femme je risque de perdre. C'est trop tard, Marco. Bien trop tard. Essayons de recommencer. Pour les enfants, pour nous. Il n'y a plus de nous. Il y a toi, et il y a moi. Deux personnes qui se sont aimées autrefois. Je t'aime encore. Non. Tu aimes Chiara Nicoletti, la businesswoman brillante. Mais Chiara Wolfer, la mère de tes enfants, tu la méprises. Et ça ne changera pas. Ça changera. J'ai compris mes erreurs. Marco, tu as ramené ta maîtresse dans notre maison. Tu as raconté à tous à quel point j'étais horrible. Tu comptais divorcer dès que les enfants seraient grands. Et maintenant que j'ai réussi, soudain tu ouvres les yeux? Non. Ça ne marche pas comme ça. Il baissa la tête. Tu veux divorcer? Je ne sais pas encore. J'ai besoin de temps. Pour l'instant, vivons comme des colocataires. Pour les enfants. Mais ne te trompe pas, Marco. Ce qui existait entre nous ne reviendra pas. Il sortit. Je restais assise dans mon bureau. Milan s'illuminait derrière les vitres. Une nouvelle vie commençait. Effrayante, excitante à la fois. Mais une chose était sûre, plus de retour en arrière. Je ne serais plus jamais la Chiara qu'on pouvait humilier et négliger. J'étais devenue une autre femme. Et ça me plaisait. 3 mois passèrent depuis ma nomination comme directrice marketing. 3 mois d'une vie nouvelle, plus difficile et plus passionnante que je ne l'aurais cru. Sous ma direction, l'entreprise lança plusieurs projets à succès, les ventes augmentèrent de 30%, et Lorenzo, au dernier conseil, me désigna comme la révélation de l'année. À la maison, la situation était étrange. Marco et moi vivions comme des colocataires. On se saluait poliment, on parlait des enfants, de l'intendance, rien de plus. Lui dormait toujours dans son bureau, moi dans la chambre. Le week-end, il disparaissait à la pêche, chez des amis, ailleurs. Je ne demandais pas où. Elena quitta l'entreprise une semaine après cette fameuse soirée. Officiellement pour un poste dans une autre ville. Marco n'en dit rien, mais je voyais bien qu'il en souffrait. Il se renferma encore plus, se plongeant dans le travail. Les enfants ressentaient eux aussi la tension. Luna passait plus de temps chez ses amis, Matteo se réfugiait derrière son ordinateur. J'essayais de leur parler, mais que dire? Que leurs parents ne s'aiment plus, que leur père a trahi leur mère et que leur mère ne peut pas pardonner. Un soir, alors que les enfants étaient chez leur grand-mère et que Marco était soi-disant en réunion, je restais seul à la maison, triant des documents. On sonna à la porte. Sur le seuil se tenait une femme d'environ 35 ans, soignée, dans un manteau élégant. « Chiara Wolfer » demanda-t-elle. « Oui, c'est moi. Et vous êtes ?»« Valeria Rossi. Puis-je vous parler ? C'est à propos de votre mari. » Mon cœur se serra. Encore une maîtresse. Je la fis entrer, lui proposer du thé. Elle refusa, s'assit au bord du canapé, triturant nerveusement son sac. « Je ne sais pas par où commencer, dit-elle. C'est tellement gênant. Dites-le franchement. Si vous avez eu une relation avec mon mari, je m'en doute déjà. » Non. Enfin si, nous avons eu une relation, mais ce n'est plus le cas. Nous avons rompu il y a 6 mois. 6 mois. Donc avant Elena, il y avait déjà Valeria Rossi. Et pourquoi venez-vous me voir? Je suis enceinte, lâcha-t-elle en éclatant en larmes. De Marco. J'en suis à 5 mois, je ne peux plus le cacher. Le sol sembla vaciller sous mes pieds. Je m'agrippai à l'accoudoir pour ne pas chanceler. Vous êtes sûr que c'est de Marco? Oui. Je n'ai été avec personne d'autre à cette période. Je ne savais pas quoi faire. J'ai d'abord pensé avorter, mais je n'ai pas pu. Puis j'ai voulu l'élever seule, mais j'ai 36 ans, c'est ma dernière chance d'être mère. Je ne peux pas la laisser passer. Et qu'attendez-vous de moi? Rien. Je voulais juste que vous le sachiez. Marco n'est pas au courant, je ne lui ai rien dit. Il m'a quitté quand il a rencontré cette fille de la compta. Il m'a dit que j'étais une erreur, qu'il aimait sa famille. Une semaine plus tard, j'apprenais ma grossesse. Je la regardais, elle, ses larmes, son ventre arrondi sous le manteau. Devais-je la haïr? La plaindre? Me plaindre moi-même? Je ne savais pas. Pourquoi venir maintenant? Je suivais l'actualité de l'entreprise. J'ai vu que vous y travaillez, que vous réussissez. J'ai cru que vous alliez divorcer, et alors j'aurais pu en parler à Marco. Mais j'ai appris que vous vivez toujours ensemble. Alors j'ai pensé que vous deviez connaître la vérité. Pour décider. Décider quoi? Rester avec lui ou partir? Je ne détruirai pas votre famille si vous choisissez de la garder. J'irai dans une autre ville, j'élèverai mon enfant seul. Mais si vous divorcez, vous espérez l'épouser? Elle secoua la tête. Non. Je ne l'aime plus. Il a montré son vrai visage quand il m'a laissé pour une plus jeune. Mais un enfant a besoin d'un père. Au moins d'un soutien financier, d'une présence. Nous restâmes silencieuses. Dans ma tête, le chaos. Mon mari m'avait trompé non pas avec une, mais avec au moins 2 femmes. Et l'une d'elles allait avoir son enfant. Nos enfants auraient un demi-frère ou une demi-sœur. Comment leur expliquer? Merci de m'avoir dit la vérité, finis-je par dire. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr. Voici mon numéro, dit-elle en tendant une carte. Appelez-moi quand vous aurez décidé. J'ai encore 4 mois avant l'accouchement. Elle partit. Je restai figé, puis me servis un verre de vin. Puis un autre.
Quand Marco rentra, j'étais ivre. Chiara, tu bois? Il me regarda, surpris, la bouteille vide sur la table. Pourquoi pas? Ou c'est réservé aux hommes qui réussissent? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de recevoir Valeria Rossi. Tu la connais? Il pâlit. Comment tu? Elle est enceinte, Marco. De toi. 5 mois. Il s'effondra sur le canapé, la tête dans les mains. Impossible. On se protégeait. Apparemment pas assez. Félicitations, tu vas encore être père. Chiara, je ne savais pas. Je jure que si j'avais su. Quoi? Tu ne l'aurais pas quitté pour Elena? Ou tu n'aurais jamais commencé à me tromper? J'étais un imbécile. Crise de la quarantaine, je ne sais pas. Je voulais me sentir jeune, désiré. Et tu t'es senti jeune? Ça en valait la peine. Il leva vers moi des yeux pleins de larmes. Non, ça ne valait rien. J'ai perdu toi, détruit ma famille. Et maintenant ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Et toi? Tu veux divorcer? Je me levai, titubé, m'appuyai au mur. Tu sais quoi, Marco? Je suis épuisé. Fatigué de tes mensonges, de tes tromperies, de tes humiliations. Fatigué de faire semblant pour les enfants. Oui, je veux divorcer. Mais pas tout de suite. Laisse-moi préparer Luna et Matteo. Et réfléchir à la suite. Je ne veux pas te perdre. Tu m'as déjà perdu. Quand tu as dit que j'étais une honte, indigne de ton gala. Quand tu as ramené ta maîtresse chez nous. Quand tu as conçu un enfant ailleurs. Je partis dans la chambre, le laissant au salon. Toute la nuit, impossible de dormir. Je pensais à l'avenir. Comment le dire aux enfants? Comment partager les biens? Où vivre? Plus de questions que de réponses. Le matin, malgré la gueule de bois, j'allais travailler. J'avais besoin de m'évader, de me plonger dans mes dossiers. Une grosse négociation avec un investisseur londonien se préparait, et je finalisais la présentation. Une surprise m'attendait dans mon bureau. Un homme d'une quarantaine d'années, élégant, costume de luxe, était assis. Chiara Nicoletti? Alessandro Bernardi, Société d'investissement européen en capital. Désolé d'arriver sans prévenir, mais j'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Je vous écoute. Nous suivons vos succès dans cette entreprise. Résultat impressionnant en si peu de temps. Nous aimerions vous confier la direction marketing de notre nouveau projet. C'est à l'échelle européenne, bureau à Londres, salaire, il prononça un chiffre 5 fois supérieur à mon revenu actuel. C'est très inattendu. Je comprends. Mais nous savons reconnaître les talents. Vous êtes exactement la personne qu'il nous faut. Jeune, pardonnez-moi, j'espère que vous ne serez pas vexé si je vous dis que vous ne faites pas plus de 35 ans. Je souris. Je ne suis pas vexé. Mais j'ai besoin de réfléchir. J'ai une famille, des enfants. Bien sûr. Nous sommes prêts à vous offrir un logement à Londres, prendre en charge le déménagement, inscrire vos enfants dans les meilleures écoles. Réfléchissez. Voici ma carte. J'attends votre réponse dans les 2 semaines. Il partit, me laissant avec sa carte de visite en main. Londres. Une nouvelle vie. L'occasion de tout recommencer à zéro. Tentant. Toute la journée, impossible de me concentrer sur le travail. La proposition de Bernardi tournait en boucle dans ma tête. Le soir, j'appelais Sylvia et lui racontais tout, Valeria, et l'offre de poste. Incroyable. Ta vie est digne d'une série. Une maîtresse enceinte de ton mari et une offre de job de rêve le même jour. Qu'est-ce que je dois faire, Sylvia? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Oublie ton mari, tes enfants, ses maîtresses. Qu'est-ce que toi tu veux, Chiara? Je veux être heureuse. Me réveiller le matin avec de la joie, pas avec un poids dans la poitrine. Être reconnue, respectée. Réaliser mon potentiel. Alors la réponse est claire. Accepte Londres. Commence une nouvelle vie. Et les enfants? Ce sont déjà des ados. Luna sera à l'université dans 3 ans, Matteo dans 5. Ils comprendront. Après tout, tu as droit au bonheur. Le soir, je réunis un conseil de famille. Marco, Luna, Matteo. Tous assis autour de la table, attendant que je parle. J'ai une grande nouvelle. On m'a proposé un poste à Londres. Un poste important, avec de belles perspectives. Tu veux partir? Demanda Luna. J'y réfléchis. Mais je veux d'abord connaître votre avis. Et nous, on viendra avec toi, demanda Matteo. Si vous le voulez. Les écoles y sont excellentes, les opportunités plus nombreuses. Et papa? Demanda Luna en regardant Marco. Papa restera ici. Son travail, sa vie sont ici. Vous divorcez. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Luna avait toujours été perspicace. Je regardais Marco. Il hocha la tête. Oui, ma chérie. Ta maman et moi avons décidé de divorcer. Mais ça ne veut pas dire qu'on cessera de vous aimer. Vous serez toujours nos enfants, les plus précieux. Simplement, nous ne pouvons plus vivre ensemble comme mari et femme. Matteo éclata en larmes. Luna le serra dans ses bras, retenant difficilement ses propres sanglots. C'est à cause de cette femme de la compta? Je ne suis plus un enfant. J'ai entendu vos disputes. Et à l'école, on m'a dit qu'on avait vu papa avec une blonde. Les enfants savaient. Bien sûr. Les enfants sentent toujours plus que ce qu'on croit. C'est une des raisons, dis-je honnêtement. Mais pas la seule.
Ton papa et moi sommes devenus des étrangers. Ça arrive. Moi je veux rester avec maman, dit Luna. Si elle part à Londres, j'irai avec elle. Moi aussi, ajouta Matteo. Marco avait l'air brisé. Mais chérie, vous pouvez vivre avec qui vous voulez. Et venir me voir quand vous le voudrez. Je resterai toujours votre père. Papa, c'est vrai qu'on aura un demi-frère ou une demi-sœur, demanda soudain Luna. Marco blêmit. Comment tu? Cette femme est venue cet après-midi. J'étais à la maison, malade. Elle ne savait pas que j'étais ta fille, elle pensait que j'étais une amie de maman. Elle a parlé de sa grossesse. Voilà. Tout ce qui était caché est devenu public. Oui, souffla Marco. C'est vrai. Alors tu as trompé maman non seulement avec cette blonde. Luna, ce sont des histoires d'adultes. Non, papa. C'est de la trahison. Maman s'est occupée de nous pendant toutes ces années, et toi? Je ne te comprends pas. Elle se leva et quitta la pièce. Matteo la suivit. Nous restâmes seuls. Pardonne-moi, dit Marco. Pardonne-moi pour tout. Il est trop tard pour des excuses. Parlons concret. L'appartement, les biens, la pension. L'appartement est à toi et aux enfants. Je trouverai autre chose. Je paierai une pension, ce que tu veux. Et si tu as besoin d'aide pour un logement à Londres, je contribuerai. Tu auras un autre enfant. Tu auras assez pour tout le monde. Je trouverai un second travail s'il le faut. Vous êtes ma priorité, toi et les enfants. Même si on divorce. Les 2 semaines suivantes furent consacrées aux préparatifs du départ. J'acceptai l'offre de Bernardi et donnai ma démission. Lorenzo était déçu, me proposa une promotion, une augmentation, mais ma décision était prise. C'est une perte pour nous, Chiara. Vous avez tant apporté. Merci pour tout, Lorenzo. Merci d'avoir cru en moi, de m'avoir donné ma chance. C'est vous qui avez créé votre chance. Et Marco? J'ai entendu dire que vous divorcez. Oui, c'est ainsi. Il n'a pas su apprécier une femme comme vous. Mais c'est son problème. Je vous souhaite tout le bonheur à Londres. Les collègues organisèrent une soirée d'adieu. Presque tout le monde vint, même ceux avec qui je parlais peu. On m'offrit des fleurs, des cadeaux, des vœux de réussite. Marco était là aussi, en retrait, le regard triste. À la fin, il s'approcha. Je peux te raccompagner. Pourquoi? Je veux juste passer encore un peu de temps avec toi. Une dernière fois en tant que mari. Nous marchions dans la ville du soir. Celle où nous avions vécu toute notre vie commune. Devant le parc où nous promenions les poussettes. Le café où nous avions fêté notre premier anniversaire de mariage. L'école où nous avions conduit les enfants pour leur premier jour. Tu te souviens comme on rêvait d'une grande maison, dit Marco. Avec un chien, 3 enfants. Je m'en souviens. Mais les rêves ont tendance à ne pas se réaliser. Ou alors pas comme on les imaginait. Nous aurons bien 3 enfants. Mais pas comme prévu. Tu t'occuperas de l'enfant de Valeria? Oui. C'est mon enfant, ma responsabilité. Valeria est d'accord pour une garde partagée. Et tu vas l'épouser? Non. Nous ne sommes pas faits pour le mariage. Je fais souffrir toutes celles que j'aime. Nous arrivâmes à la maison. Notre maison, qui bientôt ne serait plus la nôtre. Chiara, je peux te dire quelque chose. Vas-y. Je t'ai aimé. Vraiment aimé. Mais quelque part en chemin je me suis perdu, et je t'ai perdu aussi. Je me suis mis à courir après le succès, le statut, la jeunesse. Et j'ai perdu l'essentiel. La famille. Toi. Pardonne-moi, si tu le peux. Je te pardonne, Marco. Pas pour toi, pour moi. Pour ne pas emporter ce poids dans ma nouvelle vie. Sois heureux. Et essaie d'être un bon père pour tes 3 enfants. Il me serra dans ses bras. Une dernière étreinte. Il y avait tant de douleur, de regrets, d'espoir brisé. Puis il me lâcha et partit sans se retourner. Un mois plus tard, nous avons déménagé à Londres avec les enfants. La société nous avait fourni un superbe 3 pièces dans un bon quartier, proche de l'école. Les enfants firent leur rentrée, au début ce fut difficile, mais ils s'adaptèrent vite. Luna se fit des amis, s'inscrivit à un atelier de théâtre. Matteo rejoignit un club de robotique, dont il rêvait depuis longtemps. Le travail s'avéra passionnant et à grande échelle. Je dirigeais tout un département, travaillais sur des projets européens, partais en déplacement. Alessandro Bernardi s'avéra être un excellent patron, exigeant mais juste. Il valorisait l'initiative et n'avait pas peur de donner de la liberté. 6 mois après notre arrivée, Marco appela. Il dit que Valeria avait accouché d'un petit garçon. Il l'avait appelé Luca. Et les enfants, comment ils l'ont pris? Calmement. Luna a dit qu'elle était contente pour le bébé, qu'il avait un père. Matteo ne veut pas encore le rencontrer, mais je pense qu'avec le temps il acceptera. Et Valeria? Elle va bien. Nous avons convenu, je l'aide financièrement, je vois l'enfant le week-end. Elle ne demande rien de plus. Et la paternité, une 3e fois. Étrange. Comme si la vie m'offrait une seconde chance. Mais pas avec toi. Nous restâmes silencieux un instant. Chiara, est-ce que tu es heureuse? Je réfléchis. Était-ce le bonheur? Oui, sans doute. Pas le bonheur insouciant de la jeunesse. Mais un bonheur calme, fait de confiance en moi et en l'avenir. Oui, Marco. Je suis heureuse. Je suis content. Vraiment content. Tu mérites d'être heureuse. Sur ce, nous nous sommes quittés.
Ensuite, nous ne nous appelions plus que pour parler des enfants. La vie à Londres suivait son cours. Le travail, la maison, les enfants. Parfois les théâtres, les expositions, les sorties avec de nouveaux amis. Je ne me pressais pas de commencer une nouvelle relation, bien que les propositions ne manquaient pas. J'avais besoin de temps pour guérir mes blessures, me comprendre, savoir ce que je voulais vraiment. Un soir, environ 1 an après notre installation, lors d'un événement de l'entreprise, un homme s'approcha de moi. Grand, grisonnant, avec des yeux bienveillants et un sourire doux. « Excusez-moi, êtes-vous Chiara Nicoletti ?»« Oui, et vous ?»« David Campbell, architecte. Nous travaillons avec votre société sur un nouveau projet. J'ai beaucoup entendu parler de vous par Alessandro. Il dit que vous faites des miracles en marketing. » Alessandro exagère. Je ne crois pas. J'ai vu les résultats de votre travail. Impressionnant. Puis-je vous inviter à prendre une coupe de champagne? Nous avons parlé. David était un interlocuteur passionnant, cultivé, avec un humour fin, une grande ouverture d'esprit. Veuf, une fille adulte vivant en Écosse. Passionné par l'histoire de l'architecture, les voyages, la musique classique. Et vous, aimez-vous l'opéra? Demanda-t-il. J'adore. Mais je n'y suis pas allé depuis longtemps. J'ai 2 billets pour Tosca à Covent Garden la semaine prochaine. Voulez-vous m'accompagner? J'ai accepté. Pourquoi pas? Ce n'était qu'un opéra. Mais après l'opéra, il y eut un dîner. Après le dîner, une promenade dans Londres la nuit. Puis encore d'autres rencontres, des conversations, des visites de musées. David ne pressait rien, ne forçait rien, il était simplement là. Il me soutenait quand c'était difficile, se réjouissait de mes succès, trouvait toujours du temps pour écouter et conseiller. Les enfants l'acceptèrent bien. Luna dit qu'il ressemblait à un gentil professeur dans un film britannique. Matteo apprécia le fait que David n'essayait pas de remplacer leur père, mais simplement d'être son ami, en lui apprenant à jouer aux échecs. « Maman, il te plaît ?» demanda un jour Luna. « Oui, il me plaît. Et ensuite ? Je ne sais pas. On vit au jour le jour. Maman, tu as droit à une vie personnelle. Avec Matteo, on est grand, on partira bientôt faire nos études. Ne reste pas seul à cause de nous. » Ma fille grandissait sage. Encore 6 mois passèrent. David et moi étions devenus un vrai couple. Nous ne vivions pas ensemble, mais nous passions beaucoup de temps l'un avec l'autre. Il me présenta sa fille quand elle vint passer ses vacances. Une charmante jeune femme, étudiante en histoire de l'art à Édimbourg. Pour les fêtes de fin d'année, les enfants partirent chez Marco. Il avait acheté une maison à la campagne et voulait leur montrer. Je restais à Londres, j'avais prévu de passer le nouvel an avec David. Le réveillon ensemble, puis une semaine à Vienne. Le 31 décembre au soir, alors que nous préparions la fête, le téléphone sonna. Marco. Chiara, bonne année. Merci, à toi aussi. Et les enfants? Très bien. Ils s'amusent, préparent des salades. Lucas est là aussi, Valéria l'a amené. Matteo joue avec lui. Je suis contente. Alors il a accepté son petit frère? Oui. Chiara, je voulais te dire merci. Merci pourquoi? De ne pas avoir monté les enfants contre moi, de me permettre de les voir, de les avoir élevés aussi bien. Ce sont nos enfants, Marco. Nos enfants à tous les deux. Peu importe ce qui arrive entre nous, ils n'y sont pour rien. Luna m'a dit que tu voyais quelqu'un. Un architecte, je crois. Oui, c'est vrai. C'est un homme bien? Très. Je suis content pour toi. Vraiment. Sois heureuse, Chiara. Tu le mérites. Merci. Toi aussi, sois heureux. Bonne année. Je raccrochai et me retournai. David était dans l'embrasure de la porte avec 2 coupes de champagne. Ton ex-mari? Oui. Il m'a souhaité la bonne année. C'est dur? Non. C'est juste que tant d'années ensemble, et voilà comment ça s'est terminé. Mais une nouvelle histoire commence. Il me tendit une coupe. À la nouvelle vie, au nouveau bonheur. Nous avons trinqué. Dehors, les feux d'artifice éclataient déjà. Nouvelle année. Nouvelle vie. Nouvel mois. 2 ans passèrent. J'étais devenue vice-présidente marketing dans la société. Luna avait intégré Cambridge en journalisme, Matteo se préparait à ses examens finaux, rêvant d'une école d'ingénieur. David et moi nous étions mariés discrètement, sans grande fête. Juste une signature et un dîner avec nos plus proches. Marco envoya ses félicitations et un bouquet de roses blanches. Mes préférés. Il s'en souvenait. Parfois, je pensais au passé. À cette Chiara qui se tenait devant le miroir, une robe à la main, encaissant les humiliations de son mari, se croyant indigne, laide, inintéressante. Comme tout cela me semblait loin. J'avais beaucoup appris au fil des années. À m'estimer, à ne pas dépendre du regard des autres, à poursuivre mes objectifs. J'avais appris à pardonner sans oublier. J'avais appris à être heureuse. L'histoire du fameux cocktail d'entreprise était devenue une légende dans mon cercle d'amis. Sylvia adorait la raconter aux nouveaux venus, enjolivant les détails. Elle disait que c'était la plus belle histoire de revanche féminine et de triomphe qu'elle connaissait. Mais pour moi, ce n'était pas une histoire de revanche. C'était une histoire d'éveil. Comment l'humiliation avait servi de tremplin vers une nouvelle vie. Comment la douleur s'était transformée en force. Comment, de chenille, j'étais devenu papillon.
Il m'arrivait de croiser Marco lors d'événements scolaires ou de fêtes familiales. Nous nous saluions poliment, parlions des enfants. Il paraissait vieilli, fatigué. Toujours dans la même entreprise, vivant seul. Avec Valeria, ils ne s'étaient jamais remis ensemble, ils élevaient Lucas séparément. Un jour, à la remise de diplôme de Matteo, il s'approcha de moi. « Tu es superbe, dit-il. Merci. Tu es heureuse avec David. » « Oui, très. Tu sais, je pense souvent à ce qui se serait passé si je n'avais pas prononcé ces mots à propos du cocktail. Peut-être que tout aurait été différent. Non, Marco. Si ce n'avait pas été ça, autre chose aurait fini par être la goutte de trop. Nous y allions depuis longtemps. Tu as sans doute raison. Mais je regrette quand même. Je regrette de ne pas t'avoir apprécié, de t'avoir perdu. Ne regrette pas. Tu as les enfants, ton travail, une nouvelle vie. Profitant. Et toi? Tu m'as pardonné. Depuis longtemps. Pas pour toi, pour moi. La rancune est un poids trop lourd, je ne voulais pas l'emporter dans ma nouvelle vie. Merci. Ça compte beaucoup pour moi. Nous nous sommes tus, regardant notre fils recevoir son diplôme. Grand, beau jeune homme. Notre fierté. Nous avons élevé de merveilleux enfants, dit Marco. Oui, nous les avons élevés ensemble. Merci pour ça. Merci à toi aussi. Malgré tout, nous avons vu une belle famille. À une époque. Puis nous avons repris chacun notre route. Vers nos vies, nos proches, notre bonheur ou notre malheur. Le soir, quand la fête fut terminée et que les invités furent partis, David m'enlaça. À quoi penses-tu? À la vie. À quel point elle est étrange. Parfois il faut traverser la douleur et l'humiliation pour se trouver et trouver le bonheur. Philosophique. Mais tu sais quoi? Je suis reconnaissant à ton ex-mari. Reconnaissant? Pourquoi? D'avoir été assez stupide pour te perdre. Sinon, je n'aurais jamais rencontré la femme de mes rêves. Je souris et me blottis contre lui. La lune brillait dehors, les enfants dormaient dans leur chambre, et l'homme que j'aimais était près de moi. La vie s'était remise en ordre. Pas parfaite, pas féerique, mais vraie. L'histoire de ce cocktail était restée derrière moi. Comme un rappel que parfois les moments les plus douloureux deviennent des tournants vers le meilleur. Et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle vie, devenir celle qu'on a toujours voulu être. Je reçois souvent des lettres de femmes qui ont entendu mon histoire par des connaissances communes. Elles me demandent comment trouver la force de changer de vie. Je réponds toujours la même chose, croyez en vous. Vous êtes plus forte, plus intelligente, plus belle que vous ne le pensez. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Et souvenez-vous, on n'a qu'une vie, et il faut la vivre de façon à ne pas avoir de regrets. Mon amie Sylvia, qui m'avait aidé à me transformer pour ce fameux cocktail, aime plaisanter, il faudrait écrire un livre sur ton histoire. Ce serait un best-seller. Peut-être qu'un jour je l'écrirai. Mais pour l'instant je suis trop occupé à vivre. Une vie réelle, pleine, heureuse. Ma fille Luna, désormais en 3e année de journalisme, m'a dit un jour, « Maman, je suis fière de toi. Tu m'as montré qu'une femme peut tout. Qu'elle peut tomber et se relever, recommencer, réussir et être heureuse. Merci pour cette leçon. » Et Matteo, mon sérieux futur ingénieur, m'a confié un jour, « Tu sais, maman, quand vous avez divorcé avec papa, j'étais en colère. Contre toi, contre lui, contre le monde. Puis j'ai vu comment tu avais changé, comment tu t'étais épanoui. Et j'ai compris, parfois, une séparation, ce n'est pas une fin, mais le début de quelque chose de meilleur. » Mes enfants avaient grandi sages. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas vu une image idéale de famille, mais la vraie vie avec toutes ses difficultés. Quant à Marco, nous entretenons des relations cordiales. C'est un bon père, il voit régulièrement les enfants, les soutient financièrement, s'intéresse à leur vie. Avec Lucas, son fils avec Valeria, il entretient aussi de bons rapports. Le petit passe souvent du temps avec lui, et joue avec mes enfants quand ils vont chez leur père. Valeria Rossi s'était révélée être une femme équilibrée. Nous nous étions même croisés 2 ou 3 fois lors d'événements pour enfants, et nous avions échangé normalement. Elle s'était mariée, avait eu un autre enfant. Elle disait être heureuse. La vie avait remis chaque chose à sa place. Et récemment, il m'est arrivé une histoire amusante. J'étais en déplacement à Milan pour rencontrer des partenaires. Après les négociations, j'ai décidé de me balader dans le centre et je suis entré dans un café. C'est là que j'ai croisé Elena, la fameuse blonde de la comptabilité. Elle avait beaucoup changé. Elle avait grossi, perdu de son charme, et paraissait fatiguée. En me voyant, elle voulut d'abord s'éclipser, puis elle s'approcha. « Chiara, bonjour. »« Bonjour, Elena. Je peux m'asseoir? Je voulais m'excuser. Pour tout. Pour avoir été la maîtresse de votre mari, pour ce que j'ai dit à la soirée. J'étais jeune et stupide. Tout ça, c'est du passé, Elena. Vous savez, je pensais vraiment que Marco allait m'épouser. Il me le promettait. Il disait qu'il divorçait, qu'il m'aimait. Et puis vous êtes apparue dans l'entreprise, si belle, si brillante et il m'a oublié en une seconde. J'ai compris ce jour-là que je n'étais qu'un jouet. Je suis désolé. Inutile. J'ai eu une bonne leçon. Je me suis marié ensuite avec un homme simple, nous avons 2 enfants, nous vivons modestement mais heureux. Et vous savez ce qui est drôle? Maintenant je vous comprends. Je comprends ce que c'est que de rester à la maison avec les enfants, de gérer la maison, de s'oublier soi-même.
Et je comprends combien c'est lâche, de la part d'un mari, d'humilier sa femme pour ça. Nous avons encore parlé un peu, puis nous nous sommes quittés. La vie lui avait donné sa leçon. Comme elle me l'avait donnée à moi, autrefois. Dans l'avion du retour vers Londres, je pensais à tout ce qui s'était passé au fil des années. À ce fameux cocktail qui avait bouleversé ma vie. Aux paroles de mon mari qui m'avait tant blessé, mais qui, au final, m'avait poussé à changer. Où crois-tu aller? Avec ta tête, tu vas me couvrir de honte devant toute l'entreprise. Ces mots, je m'en souviens encore. Mais aujourd'hui, ils ne font plus mal. Au contraire, ils me rappellent le chemin parcouru. De l'épouse humiliée à la vice-présidente d'une grande société. De la femme qui n'osait pas aller à une soirée à celle qui fait des présentations devant des centaines de personnes. De l'épouse qu'on cachait à la femme qu'on admire. Mais le plus important, ce n'était ni la carrière ni le succès. Le plus important, c'était que j'avais appris à me respecter, à m'estimer. J'avais appris à ne pas dépendre du regard des autres. J'avais appris à être heureuse. David m'attendait à l'aéroport avec un bouquet de pivoine, mes fleurs préférées. Alors, ce voyage d'affaires? Parfait. Le contrat est signé, tout le monde est ravi. Je n'en ai jamais douté. On rentre? On rentre. À la maison, une table dressée m'attendait, et les enfants étaient là pour le week-end. Luna avec son petit ami, étudiant en physique. Matteo avec une fille de sa promo. Maman, on a décidé, commença Luna pendant le dîner. Cet été on voudrait partir en vacances tous ensemble. Toi, David, Matteo et moi. Peut-être la mer? Ou un tour en Europe? Excellente idée, approuva David. Ça fait longtemps qu'on n'est pas partis tous ensemble. Je les regardais, ma nouvelle famille, mes enfants devenus grands, mon mari que j'aimais, et mon cœur débordait de chaleur. Oui, la vie n'avait pas été simple. Oui, j'avais traversé la douleur, la trahison, l'humiliation. Mais tout cela m'avait mené ici, à ce moment, à ce bonheur. Et vous savez quoi? Je suis reconnaissante. Pour tout et pour tous. Même pour Marco et ses paroles cruelles. Car sans elle, je ne serais pas devenue celle que je suis aujourd'hui. Forte, épanouie, heureuse. Celle qui ne permettra plus jamais qu'on l'humilie. Celle qui connaît sa valeur. Celle qui vit pleinement. Celle qui est heureuse. Et tout avait commencé par une soirée d'entreprise où l'on ne voulait même pas de moi. Parfois, la vie réserve des surprises étonnantes. Le principal, c'est de ne jamais renoncer et de croire en soi. Toujours croire en soi. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. 5 ans après ce cocktail, des événements m'ont obligé à voir les choses autrement. C'était en octobre. Je participais à une conférence internationale de marketing à Barcelone. J'y présentais un exposé sur les nouvelles stratégies de communication à l'ère du numérique. La salle était pleine, environ 300 spécialistes venus de toute l'Europe. Après mon intervention, les participants venaient me poser des questions, échanger des cartes. Et soudain je l'ai vu. Marco. Debout près de la sortie, il me regardait. Vieilli, les tempes grises, mais toujours élégant et soigné. « Salut », dit-il quand la foule se fut un peu dispersée. « Marco, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je travaille. Notre société a aussi été invitée à la conférence. Je suis directeur commercial maintenant. Félicitations pour ta promotion. Merci. Ton exposé était brillant. Tu as énormément progressé professionnellement. 5 ans ont passé. Beaucoup de choses ont changé. Oui, beaucoup. On peut parler? Pas ici, dans un endroit plus calme. J'ai hésité. Pourquoi rouvrir le passé? Mais la curiosité a été la plus forte. D'accord. Dans le bar de l'hôtel, dans 1 heure. Il acquiesça et s'en alla. Moi, je suis retourné aux participants, essayant de ne pas penser à la conversation à venir. Le soir, le bar de l'hôtel était tranquille. Marco m'attendait déjà à une table près de la fenêtre, avec vue sur la mer. « Tu veux boire quoi » demanda-t-il. « Un verre de rouge, sec. » Il commanda du vin pour moi, un whisky pour lui. Nous sommes restés silencieux jusqu'à ce que le serveur apporte les verres. « Tu es magnifique » dit-il enfin. Épanoui. Je le suis. Et toi? Je travaille, je vis. Lucas grandit, il va entrer à l'école. Un petit garçon malin, à son père, ajouta-t-il avec un sourire triste. Et Valéria? Remariée il y a 2 ans. Ils ont déménagé à Bologne. Je vois mon fils 1 fois par mois. Ça doit être difficile. Je m'y suis fait. Chiara, je voulais te dire quelque chose. Quelque chose que je n'ai jamais osé avouer toutes ces années. J'écoute. Tu te souviens de cette soirée d'entreprise? Quand tu es venu en Chiara de Venise. Bien sûr que je m'en souviens. Je t'avais reconnu. Presque tout de suite. Je faillis m'étouffer avec mon vin. Quoi? Mais comment? Tu avais pourtant. Les yeux. Les lentilles avaient changé la couleur, mais pas la forme, ni l'expression. Et le grain de beauté sur ton cou. Tu ne l'avais pas caché. Et ta manière de pencher la tête quand tu écoutes. Des milliers de détails qu'un mari remarque après 15 ans de mariage. Mais tu te comportais comme si tu ne me connaissais pas. Tu flirtais, tu m'invitais à dîner. Au début, j'ai cru me tromper. Impossible que ma Chiara, la femme au foyer, soit cette femme éblouissante. Mais plus je te regardais, plus j'étais convaincu.
Et j'ai compris que tu jouais un rôle. Que tu voulais me donner une leçon. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Par orgueil. Par colère. Et par curiosité. Je voulais voir jusqu'où tu irais. Et puis il était trop tard. Tu m'as montré quel idiot j'avais été. Tu m'as montré la femme que je n'avais pas su apprécier, que j'avais rabaissée. Et tu es resté silencieux tout ce temps. Que pouvais-je dire? Que je t'avais reconnu mais que je faisais semblant. Ça aurait été pire encore. J'espérais que tu avouerais toi-même et qu'on en parlerait. Mais tu as continué ton jeu. Et puis Valéria est arrivée avec sa grossesse et tout a basculé. Je restais stupéfaite. Toutes ces années, je croyais l'avoir trompé, lui avoir donné une leçon. Mais il savait. Il savait et s'était tu. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que je veux que tu connaisses la vérité. Je n'étais pas l'imbécile aveugle que sa femme a manipulé. J'étais seulement un imbécile qui comprenait qu'il perdait tout, mais qui ignorait comment arrêter la chute. L'orgueil, tu comprends? Ce maudit orgueil masculin. Tu pouvais tout changer. Avouer, demander pardon, essayer de réparer. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Et c'est ma croix. J'y pense chaque jour. Surtout quand je vois nos enfants, comme ils ont grandi, comme ils sont devenus formidables. C'est ton mérite. Pas seulement le mien. Tu as participé à leur éducation. Financièrement. Mais toi, tu leur as donné l'essentiel, la confiance en eux, la capacité d'aimer et de pardonner, la force d'avancer malgré tout. Luna m'a dit comment tu l'as soutenue quand elle a eu des problèmes avec son petit ami. Matteo m'a parlé de l'aide que tu lui as donnée pour choisir sa voie. Moi, je n'aurais pas su leur apporter ça. Nous nous sommes tus, regardant la mer par la fenêtre. Le soleil se couchait, colorant l'eau de reflets dorés et roses. Tu sais ce qui est le plus terrible, reprit Marco. C'est que je t'aime toujours. La Chiara que je rabaissais, la Chiara qui est arrivée à la soirée et qui a conquis tout le monde, la Chiara devenue femme d'affaires accomplie. Toutes ces versions de toi, je les aime. Mais je l'ai compris trop tard. Marco, ne dis rien. Je n'attends ni réponse ni pardon. Je voulais juste que tu saches. Et aussi merci. Merci pourquoi? Pour la leçon. Tu m'as donné la plus grande leçon de ma vie. Qu'il ne faut jamais considérer les gens comme acquis. Qu'il faut savoir apprécier ce qu'on a. Que les apparences sont trompeuses et que la vraie beauté vient de l'intérieur. Une leçon cher payée. Oui, mais nécessaire. Tu sais, après notre divorce, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai même consulté un psy. J'essayais de comprendre pourquoi j'étais devenu ainsi. Et j'ai compris, j'avais peur. Peur de vieillir, peur de ne pas réussir assez, peur que tu cesses de m'aimer. Et au lieu de travailler sur moi-même, j'ai commencé à t'humilier. Pour que tu te sentes indigne et que tu ne partes pas. Imbécile. Nous n'étions pas parfaits, ni l'un ni l'autre. Ne cherche pas à m'excuser. Je connais ma faute. Et j'en paie le prix. La solitude, c'est ma punition. Tu n'es pas obligé d'être seul. Trouve quelqu'un, refais ta vie. J'ai essayé. Il y a eu d'autres femmes après Elena et Valeria. Mais je les compare toutes à toi. Et je comprends que ce n'est pas juste pour elles. Alors je reste seul. À ce moment-là, mon téléphone sonna. C'était David. Oui, mon amour. Oui, la discussion s'est prolongée. J'arrive bientôt. Je t'aime. David, demanda Marco. Oui, il est aussi à la conférence. Nous sommes venus ensemble. C'est un homme bien. J'ai mené mon enquête quand j'ai appris votre mariage. Pardonne ma curiosité, mais je voulais être sûr que tu serais heureuse. Je le suis. Vraiment. J'en suis content. Sincèrement. Va le rejoindre, ne le fais pas attendre. Je me levai, mais Marco m'arrêta. Chiara, encore une chose. J'ai fait mon testament. Si jamais il m'arrive quelque chose, tout reviendra aux enfants et à toi. L'appartement, la maison de campagne, mes économies. Tu as été ma femme pendant 15 ans, la mère de mes enfants. Tu y as droit. Marco, ne parle pas de mort. Je n'ai pas l'intention de mourir. Je veux seulement que les choses soient claires. Et aussi il sortit une petite boîte de sa poche. C'est pour toi. Je l'ouvris. À l'intérieur, une broche. Celle-là même, ancienne, en forme de papillon serti d'émeraude, que j'avais admirée dans une vitrine de bijoutier des années plus tôt. Tu t'en souviens? Je l'avais achetée à l'époque, je voulais te l'offrir pour notre anniversaire. Mais ensuite nos problèmes ont commencé, et je n'ai jamais osé. Je l'ai gardée sur moi toutes ces années. Stupide, non? Je ne peux pas accepter ça. Bien sûr que si. Ce n'est pas une tentative de te reconquérir ou d'acheter ton pardon. Cette broche t'a toujours appartenu, même quand elle était dans ma poche. Papillon, tu t'es transformé de chrysalide en magnifique papillon. Qu'elle te rappelle ta métamorphose. Les larmes me montèrent aux yeux. Je pris la broche et la fixai à ma robe. Merci. Elle te va parfaitement. Comme si elle avait été créée pour toi. Va, Chiara. Vie heureuse. Je quittai le bar, le laissant seul face au coucher de soleil. Dans le hall, David m'attendait. Tout va bien, demanda-t-il en remarquant mes yeux rougis. Oui. C'est juste j'ai refermé un vieux chapitre, définitivement. Jolie broche, remarqua-t-il. Un cadeau du passé.
Un rappel du chemin parcouru. David m'enlaça sans poser de questions. Une de ses plus belles qualités, il savait, quand il le fallait, simplement être là, en silence. Le lendemain, la conférence reprit, mais je ne revis plus Marco. J'appris par les organisateurs qu'il était reparti tôt le matin pour des affaires urgentes. De retour à Londres, je réfléchis longtemps à notre conversation. Au fait qu'il savait la vérité depuis le début. Cela changeait beaucoup de choses dans ma vision du passé, mais cela ne changeait rien au présent. J'étais heureuse avec David, mes enfants étaient heureux, ma vie était tracée. Un an passa encore. Luna termina l'université avec mention et entra dans une grande maison d'édition. Elle rencontra un jeune homme, Domenico, un programmeur talentueux. Ils se marièrent un an plus tard, une cérémonie simple, seulement les proches. Marco vint, offrant au jeune marié un appartement. « Papa, c'est trop », protesta Luna. « C'est ce que j'aurais dû donner à ta mère il y a bien des années. Qu'au moins tu aies ton propre foyer dès le début de ta vie de couple. » Matteo entra à l'école polytechnique de Turin en robotique, son rêve. Il brillait dans ses études, et déjà en 2e année il reçut une invitation pour un stage en Allemagne. Marco paya toutes les dépenses. « Merci, papa », dit Matteo. « Mais pourquoi dépenses-tu autant pour nous ces derniers temps ?»« Parce que je le peux et que je le veux. Vous êtes mes enfants, ma fierté. Laissez votre père vous gâter. » Lucas, le fils de Valeria, entra en première année d'école primaire. Marco l'Y accompagna le jour de la rentrée et le présenta officiellement à nos enfants comme leur frère. Le garçon était gentil, un peu timide, et ressemblait beaucoup à Marco enfant. Je l'avais vu sur des photos. « Tata Chiara, dit-il, papa m'a dit que vous étiez très intelligente et gentille. C'est vrai ? Je ne sais pas pour intelligente, mais j'essaie d'être gentille. Est-ce que je pourrais parfois venir chez vous ? Luna et Matteo ont promis de m'apprendre à jouer aux échecs. Bien sûr que tu pourras. Et il commença à venir. D'abord avec Marco, puis seul, nous vivions désormais dans des quartiers voisins. David accueillit bien le garçon, l'estimant comme un neveu. Lucas cherchait une figure masculine, le beau-père de Valeria était un homme froid et distant. Ainsi s'installa une étrange famille élargie. David et moi, nos enfants avec leurs compagnons, le petit Lucas, parfois même Valeria avec son mari et leur 2e enfant venaient aux fêtes communes. Marco aussi venait, toujours aimable mais un peu en retrait. Pour mes 50 ans, David organisa une surprise. Il loua un yacht, invita nos proches. Nous avons navigué sur la Tamise, dîné, dansé. C'était magique. Marco arriva parmi les derniers, avec un énorme bouquet de roses blanches. « Joyeux anniversaire », dit-il en offrant les fleurs. « Merci. Je suis contente que tu sois venu. Je n'aurais pas manqué ça. 50 ans, c'est une date importante. » « Ne me le rappelle pas, plaisantai-je. Je me sens au maximum comme si j'avais 35 ans. »« Tu en parais 30, répondit-il sérieusement. Le bonheur te va bien. » Toute la soirée, il resta en retrait, parlant surtout avec les enfants et les petits-enfants. Luna avait déjà une petite fille. Mais plusieurs fois, je surpris son regard sur moi. Un regard triste, plein de regrets. Avant de partir, il s'approcha de moi. « Chiara, puis-je te parler une minute en privé ?» Nous sortîmes sur le pont. Londres brillait de ses lumières, la musique jouait doucement. Je voulais dire merci pour tout. Pour les enfants, pour les années ensemble, même pour cette leçon du dîner d'entreprise. Tu m'as rendu meilleur. Tard, peut-être, et nous ne sommes plus ensemble, mais je suis devenu meilleur grâce à toi. Marco, inutile. Tout cela appartient au passé. Je sais. Mais je voulais que tu saches, ces 15 années avec toi furent les meilleures de ma vie. Même quand tout s'est gâté, même quand je me suis comporté comme le pire des salauds. Tu étais la lumière de ma vie. Et tu le restes, même à distance. Tu auras encore une chance d'être heureux. Peut-être. Ou peut-être que ma destinée était autre. Donner la vie à de merveilleux enfants, faire partie de ton histoire, même pas la plus lumineuse. Toutes les vies n'ont pas un happy end. Parfois, ce n'est qu'une fin de chapitre et le début d'un autre. Il m'embrassa le front et partit. Je ne le revis plus ce soir-là. 2 mois plus tard, Valeria m'appela, la voix inquiète. « Chiara, excusez-moi de vous déranger. Savez-vous où est Marco ? Il devait venir chercher Lucas hier, mais il n'est pas venu. Il ne répond pas aux appels. » Une inquiétude me serra la poitrine. « Non. Je vais appeler les enfants, peut-être qu'ils savent. » Mais eux non plus ne savaient rien. La dernière fois que Marco avait donné signe de vie, c'était 3 jours plus tôt. Nous nous alarmâmes. Matteo alla chez lui, la porte n'était pas fermée. On retrouva Marco dans son bureau. Une crise cardiaque. Les médecins dirent que ce fut rapide, sans souffrance. Sur son bureau, une lettre m'était adressée. « Chiara, si tu lis ceci, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Ne sois pas triste pour moi. J'ai eu une bonne vie, malgré mes erreurs. J'ai eu toi, nos merveilleux enfants, même le petit Lucas. C'est plus que beaucoup n'ont jamais. Je sais que tu penses que ce dîner d'entreprise a changé ta vie. Mais tu sais quoi ? Il a changé la mienne aussi. En te voyant autrement, j'ai compris qui j'avais perdu. Et même si rien ne pouvait être réparé, ce savoir m'a rendu plus humain. Je n'ai qu'une demande, veille sur Lucas.
Valeria est une bonne mère, mais le garçon aura besoin de soutien. Tu as toujours su aimer les enfants, qu'ils soient les tiens ou non. Merci pour tout. Pour l'amour que tu m'as donné. Pour nos enfants. Pour la leçon. Pour m'avoir laissé rester dans ta vie, ne serait-ce que comme ami et père de nos enfants. Sois heureuse. Tu mérites ce bonheur. Toujours t'ayant aimé. Marco. PS dans le coffre, code la date de notre mariage, se trouve quelque chose pour les enfants. Et pour toi. Accepte-le. Non pas comme une tentative d'acheter ton pardon, mais comme reconnaissance pour les années passées ensemble. Je pleurais en lisant cette lettre. Je pleurais les années perdues, les occasions manquées, l'amour qui avait existé mais n'avait pas survécu. Dans le coffre se trouvaient des documents de compte pour les enfants, y compris pour Lucas. À chacun, il avait laissé une somme importante pour leurs études et leur vie d'adulte. Et une enveloppe pour moi. À l'intérieur, une photo de notre mariage et un mot, nous étions heureux. Souviens-toi de nous ainsi. Les funérailles furent modestes, seulement les proches. Les enfants furent courageux, mais je voyais leurs larmes. Luna prononça un discours, évoquant les meilleurs souvenirs avec leur père. Matteo posa simplement une rose blanche, les fleurs préférées de papa, sur le cercueil. Le petit Lucas pleurait, sans comprendre tout à fait que son père ne reviendrait plus. Je l'enlaçai, le serrai contre moi. Tata Chiara, papa est au ciel maintenant. Oui, mon chéri. Et il nous voit? Bien sûr qu'il nous voit. Et il nous aime. Après l'enterrement, nous sommes allés chez nous. Tous, les enfants, les petits-enfants, Valeria et sa famille. Nous nous sommes assis, avons évoqué des souvenirs, ri et pleuré. Marco était un homme compliqué, mais il faisait partie de nos vies, le père de nos enfants. Le soir, quand tout le monde fut parti, David m'enlaça. C'est dur? Oui. Malgré tout, nous avons vécu 15 ans ensemble. Il est le père de mes enfants. Et je crois qu'il n'a jamais réussi à se pardonner complètement. Parfois, le plus difficile, c'est de se pardonner à soi-même. Tu sais ce qui est étrange? Ce fameux dîner d'entreprise, celui d'où tout a commencé, où c'est terminé, selon le point de vue, il a changé nos deux vies. Moi, j'y ai trouvé ma voie, une nouvelle vie, toi. Et lui? Il a tout perdu, mais il a gagné une chose, la compréhension. La compréhension de ses erreurs. La vie est compliquée. Parfois les pertes mènent à des acquis, et les acquis à des pertes. Mon philosophe, souris-je à travers mes larmes. Encore une année passa. La vie continuait. Luna eut son deuxième enfant, un garçon. On l'appela Marco, en hommage à son grand-père. Matteo termina l'université et reçut une offre dans une grande entreprise informatique. Lucas venait souvent chez nous, il s'entendait bien avec les enfants de Luna, et m'appelait grand-mère Chiara. Un jour, Valeria vint me voir. Chiara, merci pour tout. D'avoir accueilli Lucas, de le soutenir. Pas de quoi. C'est un bon garçon. Vous savez, Marco avait raison. Dans sa lettre, qu'il m'avait laissée aussi, il écrivait que vous étiez une femme exceptionnelle. Qu'il avait été idiot de vous perdre. Et que si c'était à refaire, il n'aurait jamais prononcé ces mots à propos du dîner d'entreprise. Mais alors rien n'aurait changé. Je serais restée cette femme écrasée à la maison, et lui aurait continué à me tromper. Peut-être. Ou peut-être que vous auriez parlé et réglé vos problèmes. Nous ne le saurons jamais. La vie ne connaît pas le conditionnel. Vous l'avez pardonné. Depuis longtemps. Déjà quand je suis parti à Londres. La colère et le ressentiment, c'est un fardeau trop lourd. Je ne voulais pas l'emmener dans ma nouvelle vie. Vous êtes forte. Je le suis devenu. Grâce à lui ou malgré lui, ce n'est plus important. L'important, c'est que je le suis devenu. Pour le 5e anniversaire de la mort de Marco, nous nous sommes tous retrouvés au cimetière. Les enfants, les petits-enfants, David et moi, Valeria avec sa famille. Nous sommes restés silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Puis nous sommes allés dans ce même restaurant où avait eu lieu le dîner d'entreprise qui avait tout changé. Il existait toujours, un peu rénové, mais reconnaissable. Raconte-nous, maman, comment c'était, demanda Luna. Toute cette histoire du dîner. Nous n'en connaissons que les grandes lignes. Je racontais. Tous les détails, comment leur père avait dit que je l'humilierais par mon apparence, comment Sylvia m'avait aidé à me transformer, comment j'étais arrivé sous l'identité de Chiara de Venise, comment Marco m'avait courtisé sans me reconnaître, alors que je savais désormais qu'il m'avait reconnu. Incroyable, s'exclama mon gendre. On dirait un film. La vie est parfois plus forte que le cinéma, remarqua David. Maman, tu regrettes, demanda Matteo. Regretter quoi? Que tout se soit passé ainsi? Peut-être que si tu n'étais pas allé à ce dîner. Si je n'y étais pas allé, je serais restée cette femme malheureuse qui accepte d'être humiliée. Il n'y aurait pas eu ma carrière, mon départ à Londres, ma rencontre avec David. Oui, ça a fait mal. Oui, ça a été difficile. Mais ça m'a forgé. Et je remercie le destin pour cette leçon. Même pour la trahison de papa, s'étonna Luna. Même pour ça. Ça a été le catalyseur du changement. Sans ça, j'aurais peut-être passé ma vie entière dans l'ombre, trop effrayé pour m'affirmer, pour être moi-même. Tu es incroyable, maman, dit Matteo. Tout le monde n'aurait pas pu transformer une humiliation en victoire.
Pas en victoire, mon fils. En leçon. En une chance de grandir. Victoire, c'est trop grand mot. J'ai simplement appris à vivre ma vie, et non celle qu'on voulait m'imposer. Le soir, chez nous, je feuilletais de vieilles photos. Nous jeunes avec Marco, amoureux. Notre mariage. La naissance de Luna. Puis de Matteo. Les fêtes, les vacances, les jours ordinaires. David vint derrière moi, m'enlaça. Un peu de nostalgie. Je me remémore. Tu sais, si on m'avait dit, il y a 20 ans, que ma vie prendrait cette tournure, je ne l'aurais jamais cru. Tu regrettes quelque chose? Non. Chaque moment, bon ou mauvais, m'a mené là où je suis. Et aujourd'hui je suis heureuse. Avec toi, avec mes enfants, mes petits-enfants, mon travail. C'est plus que ce dont j'aurais pu rêver. Et cette Chiara, celle qui se tenait devant le miroir avec sa robe, qu'aurait-elle dit en te voyant aujourd'hui? Je réfléchis. Elle n'y aurait pas cru. Qu'on peut être à la fois accomplie et féminine. Qu'on peut trouver l'amour après 40 ans. Qu'on peut recommencer à zéro et non seulement survivre, mais s'épanouir. Tu t'es épanoui, approuva David. Comme ce papillon sur ta broche. Je touchai la broche, que je portais souvent désormais. Un cadeau du passé, rappel de mon chemin. Tu sais, je pense que Marco avait raison sur un point. Parfois, une fin n'est pas une tragédie, mais le début de quelque chose de nouveau. Notre mariage s'est terminé, mais ma nouvelle vie a commencé. La sienne aussi, même si elle fut plus courte et plus triste. Tu crois qu'il a été heureux? À sa manière, sans doute. Il aimait ses enfants, il était fier d'eux. Il avait une carrière réussie. Non, il n'a pas eu le bonheur familial, mais il a trouvé compréhension et acceptation. Et c'est déjà beaucoup. Les années passèrent encore. J'ai pris ma retraite, mais je continuais à conseiller. J'écrivais un livre sur le marketing, donnais des conférences à l'université. David aussi réduisit sa charge, et nous passions plus de temps ensemble. Nous voyagions, nous occupions de nos petits-enfants, profitions simplement de la vie. Un jour, une jeune femme, journaliste, vint me voir. Chiara, j'écris un article sur des femmes qui ont radicalement changé leur vie après 40 ans. Votre histoire est devenue presque une légende dans les milieux d'affaires. Pourriez-vous me donner une interview? Et que savez-vous déjà? Que vous étiez femme au foyer, puis que vous êtes devenue une dirigeante. Que vous êtes passée de l'humiliation au triomphe. Mais les détails restent inconnus. Je lui racontai toute l'histoire. Le dîner d'entreprise, la transformation, la supercherie qui n'en était pas une. Le divorce, le départ, le nouvel amour. La mort de mon ex-mari et la réconciliation avec le passé. Incroyable, dit-elle en finissant ses notes. C'est un scénario prêt pour le cinéma. La vie écrit de meilleurs scénarios que n'importe quel dramaturge. Et quels conseils donneriez-vous aux femmes qui vivent une situation similaire, qu'on humilie, qu'on ne valorise pas? Croyez en vous. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Plus intelligente que ce qu'on vous dit. Plus belle que ce que vous voyez dans le miroir. Ne laissez personne, même la personne la plus proche, vous convaincre du contraire. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle vie. 40, 50, 60 ans. La vie est unique, et il faut la vivre de façon à ne jamais regretter les occasions perdues. Et si on a peur? Tout le monde a peur. J'étais terrifié d'aller à ce dîner d'entreprise sous une nouvelle apparence. Terrifié de reprendre le travail après des années à la maison. Terrifié de déménager dans une nouvelle ville avec mes enfants. Mais vous savez ce qui est pire que la peur? Passer toute sa vie à craindre de faire un pas. Mourir sans avoir jamais découvert de quoi vous êtes capable. L'interview parut 1 mois plus tard. L'écho fut immense. Des lettres arrivaient de toute l'Europe. Des femmes remerciaient pour l'inspiration, partageaient leurs histoires, demandaient des conseils. Je répondais à toutes. J'ai même créé un petit groupe de soutien pour celles qui avaient décidé de changer leur vie. On se réunissait 1 fois par mois, on partageait nos expériences, on s'encourageait mutuellement. L'une des participantes, Francesca, une femme de 50 ans récemment divorcée après 30 ans de mariage, dit lors d'une rencontre. Chiara, votre histoire m'a donné la force de quitter mon mari tyrannique. Je croyais qu'à 50 ans, la vie était finie. Et en réalité, elle ne faisait que commencer. La vie commence au moment où nous décidons de la vivre vraiment, répondis-je. Pour mes 60 ans, toute la grande famille s'était réunie. Les enfants, les petits-enfants, il y en avait déjà 5, les amis, les collègues. Même Valeria et Lucas étaient venus. Lucas, désormais un grand jeune homme, étudiant en médecine. Mamie Chiara, dit-il en me tendant un bouquet. Merci pour tout. De m'avoir accepté, soutenu. Pour moi, vous êtes comme de la famille. Tu es de la famille, Lucas. Le fils de Marco est aussi mon fils, même si ce n'est pas par le sang. Le soir, quand les invités furent partis, David et moi sortîmes sur le balcon. Londres brillait en contrebas, vibrant et infini. Heureuse, demanda David. Immensément. Même malgré tout ce que j'ai dû traverser. Grâce à tout ce que tu as traversé. Chaque expérience, douloureuse ou joyeuse, t'a façonné. Et je suis reconnaissant pour ça. Même pour ce fameux dîner d'entreprise. Surtout pour ce dîner d'entreprise. Il a marqué le point de départ d'une nouvelle vie.
Si Marco n'avait pas prononcé ces mots, s'il ne m'avait pas humilié, je n'aurais jamais trouvé la force de changer. Je ne t'aurais pas rencontré, je ne serais pas devenue celle que je suis. Destin ou hasard? Un hasard qui est devenu destin. Peu importe. L'essentiel, c'est que ça m'ait mené au bonheur. Nous restions là, enlacés, deux êtres plus tout jeunes qui avaient parcouru un long chemin l'un vers l'autre. Derrière nous, une maison emplie des rires des enfants et des petits-enfants, devant nous, encore des années de vie commune, de voyages, de découvertes. Je pensais à cette femme qui, il y a tant d'années, avait entendu son mari lui dire « Où crois-tu aller? Avec ta tête, tu vas me couvrir de honte devant toute l'entreprise. » Aurait-elle pu imaginer que ces mots cruels deviendraient le point de départ d'un incroyable voyage vers elle-même? Sans doute pas. Mais la vie est plus sage que nous. Elle sait quels enseignements nous sont nécessaires, même quand ils viennent à travers la douleur. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je comprends, rien n'a été en vain. Chaque larme, chaque humiliation, chaque peur. Tout cela a été des marches d'un escalier qui m'a mené vers le haut. Vers la lumière, vers le bonheur, vers moi-même. Et vous savez quoi? Si je pouvais revenir en arrière et tout changer, faire en sorte que Marco n'ait jamais prononcé ces mots, qu'il n'y ait pas eu de trahison, de divorce, de souffrance, je ne changerais rien. Parce que cette douleur a fait naître la nouvelle moi. Forte, indépendante, accomplie, heureuse. Et pour cela, je suis reconnaissante. À la destinée, à la vie, même à Marco qui, sans le vouloir, m'a offert la liberté. La liberté d'être moi. Et c'est sans doute le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir.